Bonsoir, bonsoir, est-ce qu'on m'entend? Bonsoir, bonsoir, j'enlève le on arrive. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que tout le monde est là? Merci pour les abonnements, merci, il y a VAT Included, merci pour l'abonnement. Si tu veux, tu peux. Ouais, et merci Loni pour l'abonnement, merci beaucoup. J'espère que vous allez bien les gens. Youssef, parle au micro pour voir, s'il faut Mais qu'on te rapproche. oui, bonjour les gens. Ah, Mais pourquoi est-ce que tu dis bonsoir? c'est Ah, c'est l'habitude. l'habitude, Ah, hein. c'est l'habitude, je dis toujours bonsoir, bonsoir. Ouais, c'est Attends, l'habitude. je me suis baissé moi là. Ouais. C'est un habitus, comme diraient certains, Oh oh. dont on parlait tout à l'heure. Oh oh. 1, 2, 1, 2. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Tonton Youssef. On a eu un peu de retard, on est désolé. On va faire 1h20, je pense qu'on va faire en plusieurs parties parce que là, Ouais. on aborde enfin, alhamdoulilah, au 21e épisode, l'histoire du Parti des indigènes de la République. Et puis il y a un programme, on a atteint le 21e siècle. On a atteint le 21e siècle, ouais, on a parlé de... On était encore jusqu'au 20e avant. On a justement parlé du 11 septembre dans le dernier truc et tout. Il y a aussi Mehdi qui est là, et aussi le monteur, donc peut-être que ça va faire de l'interaction. N'hésitez pas si vous avez des questions et tout. Hein. En plus, ça va être bien parce qu'il aura encore plus de public, Youssef. Il va encore plus. Les amis, Ah, allez-y, franchement, d'autant plus que c'est un sujet qui va... Ah, j'ai fait mon merci devoir. Tétouan. Merci. J'ai fait mon devoir. Ah, il a Super. lu l'appel. C'est Il vrai a lu que l'appel, ouais. la dernière émission, tu avais donné un devoir à faire aux gens, Ben c'était oui, de lire l'appel des Ah ouais. indigènes Et de la je vous République. préviens, il y a interrogation écrite. Allez, on se tait, tout le monde. Une feuille de papier blanc, plus un mot. La moitié. La moitié. moitié. On peut couper en deux. Euh. On peut couper en deux, pas de problème. Et- Le nom en haut à gauche. Est-ce que tu faisais beaucoup d'interrogations écrites? Est-ce que tu fais beaucoup d'interrogations écrites? Ben, le problème, c'est qu'on est obligé. Ah ouais? C'est pas la chose qui me plaît le plus, franchement. Est-ce que c'est Et est-ce que c'est surtout pas après une pour les corriger, toi. C'est ça le plus. Tiens, on parlera, on va pas le faire aujourd'hui, mais de ton truc de prof. Ouais. Des anecdotes Avec de prof plaisir. et Ah tout, oui. ça a dû être... Oui, il y en a des très drôles. Est-ce qu'il- J'avoue. Est-ce que vous auriez aimé avoir Youssef comme prof d'histoire? Moi, j'ai une vraie question. Est-ce que tu arrives à suivre le programme? C'est une excellente question, mais je dois dire à ma décharge que c'est De le cas fou, de tous les oui. profs d'histoire. Que vous n'arrivez pas à... Ah ouais, parce que tous les profs d'histoire, en général, sont des gens bavards et c'est tant C'est mieux. vrai. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on est tous en train de courir après le programme parce que d'abord, le programme est très dense. Et puis, en fait, on en reparlera, mais c'est vachement intéressant d'essayer de comprendre quelles sont les approches, l'économie d'un cours d'histoire. C'est-à-dire que entre ce qu'on nous demande, les directives officielles, évidemment, le BO, comme on dit, et puis la réalité, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut réduire l'histoire à une suite D'événements. d'événements comme ça, tac, 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 avec un petit tableau. Alors, en plus, j'en ai vu des vertes et des pas mûres dans ma carrière, hein, des instructions. Parfois, on devait faire des tableaux aux élèves, des tableaux récapitulatifs. Parfois, alors, au lycée surtout, hein, c'était le cas, de grands tableaux, surtout en géographie, récapitulatifs, etc. Parfois. Bon, le problème, c'est que voilà, l'histoire, c'est très difficile de la mettre en boîte. en un mot. Il faudrait Hein, faire et de la philo de géographie. l'histoire. Ouais. La philo de la manière dont on étudie Mais l'histoire. tu as tout à fait raison. Et le truc sur Ça s'appelle comment? Voilà, l'épistémologie. L'épistémologie de l'histoire et la didactique aussi, tout cela. Mais le truc qui est dingue, c'est c'est ce que j'expliquais toujours aux élèves, c'est qu'en fait, à l'école, on fait pas d'histoire, on fait le préambule de l'histoire. C'est-à-dire que pour pouvoir faire de l'histoire, c'est réfléchir sur les faits, parce que faire de l'histoire, c'est pas simplement connaître des faits. Ah, moi, tu m'aimes pas, c'est ça? C'est ça, d'accord. Ok, parce qu'il fait un gros plan sur Youssef. Bah attends, je vais enlever le chat parce qu'en plus, enfin, le chat, je l'avais mis au milieu de l'écran. Je vais le mettre là, voilà. Ouais. Vas-y. Par rapport à ceux qui veulent réduire l'histoire à des dates, par exemple. J'avais une excellente prof à la fac qui s'appelait comment? Salman. Salman. Salman, j'ai oublié son prénom. Excellente, vraiment. Et c'était une grande spécialiste du 17e. Hein. Et 17e-iste, comme on dit, parce qu'on est vraiment spécialisé en histoire. Hein. Donc c'était vraiment une 17e-iste. Hein. Ça veut dire que tu sais à peu près tout sur le non, 18e-iste. 18e-iste. Ça peut paraître bizarre, mais il y a tellement de choses que les profs se spécialisent, hein, par siècle carrément. Hein. Et Salman, qui était une femme extraordinaire, spécialiste de l'Ancien Régime, on va dire, une prof extraordinaire, et qui m'a beaucoup appris. Et voilà. Et elle disait une chose. Elle disait, vous savez, moi les dates, je les connais pas. Ouais. Elle disait, moi les dates, je les connais pas. C'est vrai que cette interrogation sur les dates piles, c'est chelou quand Et elle même. disait, pour les dates, il y a des atlas historiques pour ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Je voulais des dates, il y a des atlas historiques pour ça. Ouais. Alors, évidemment, il y a quelques dates qu'on doit connaître, hein, mais franchement, les gens qui résument. Et ce que je dis aux élèves, eh bien, en fait, ce qu'on fait à l'école,
c'est de l'apprentissage, c'est la préparation à l'histoire. Parce que l'histoire, c'est réfléchir sur l'histoire. C'est pas uniquement connaître des faits, c'est réfléchir. Alors, voilà, on réfléchit pas à l'histoire comme on réfléchit en mathématiques ou quand. Mais voilà, il y a une réflexion à porter sur. Mais la manière aussi de faire l'histoire, et surtout à l'école. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que déjà l'histoire évolue, les vérités qu'on appelle historiques évoluent, et la manière dont on apprend l'histoire à l'école, les événements qu'on sélectionne et tout, il faut toujours les interroger. Bien mais sûr. ça, c'est pas un truc de l'école, quoi. Oui, non, mais c'est. Alors bon, il y aurait beaucoup de choses. On en reparlera de toute façon. Hein. Ouais. Par exemple, aujourd'hui, on demande à des élèves, alors, moi je trouve ça aberrant parfois, on demande à des élèves très jeunes encore, même en primaire, on leur donne plein de documents, et puis voilà, réfléchissez sur les documents. Alors c'est bien de réfléchir sur les documents, mais faut y aller mollo. Faut d'abord. Mon opinion à moi, c'est comme ça que j'ai aimé l'histoire. Faut d'abord aimer les histoires. Ouais. C'est-à-dire que Oh, c'est beau. C'est super bien dit. Mais oui, non mais. Wesh, Samir. Quand j'étais en primaire, mon frère, moi je suis plus jeune, hein, un de mes frères qui était au-dessus, qui est son âme, qui est auprès de Dieu maintenant, eh bien, comme Inch'Allah, comme il était au-dessus de moi, il était plus âgé que moi, donc il savait des choses plus que moi en histoire. Et donc à chaque fois, il revenait à la maison puis il me les racontait. Il dit, ouais, notre prof nous a dit ça, il nous a dit ça. Je me rappelle toujours, il nous avait dit, notre prof nous a dit, tu sais, il n'y a jamais eu de bataille de Poitiers. Ce qui est vrai d'ailleurs. Mais ça, il n'y a que maintenant, sur Facebook, il n'y a jamais eu de bataille de Poitiers. Bah, ça, j'avais 8 ans, que mon frère me le disait déjà. Enfin, donc, et du coup, ça me passionnait. Il me disait par exemple, tu sais, Roland à Roncevaux, ça n'a jamais été contre des Sarrasins, hein. C'était contre des paysans basques. Ce sont des paysans basques qui l'ont tué, mais c'était pas très sexy. Donc on a raconté que il avait dû combattre 20 000 Sarrasins et qu'il avait succombé. Donc à chaque fois il revenait, il avait un prof qui était vachement bien et qui démentait des tas de légendes historiques comme ça. Voilà. Et donc du coup ça m'a passionné en me disant bon, il y a des choses à creuser, quoi. Voilà. Donc j'aimais bien comme racontait. Puis bien sûr ma mère évidemment qui est ma grande historienne, et qui me racontait les histoires du temps d'avant en Algérie quand elle était petite, etc. Et déjà, donc voilà, je dis pour aimer l'histoire, il faut d'abord aimer les histoires. On fera toute une émission de Youssef la raconte sur ça, sur les profs. Sur l'histoire, ça sera intéressant. Ça, et même aussi sur ton expérience. Et j'ai juste une question, tu préférais à l'histoire ou à la géographie? C'est la grande question. Comme les trois quarts des historiens... Oula, il n'y a plus la caméra, c'est bon. Comme les trois quarts des historiens, on est d'abord historien. En France, on fait l'histoire et la géographie. C'est le seul pays où on fait l'histoire et la géographie. Dans tous les autres pays, ce sont deux disciplines qui n'ont rien à voir. C'est marrant, hein? On est soit prof d'histoire, soit prof de géographie, en Allemagne, en Angleterre, etc. Mais je trouve que c'est une très bonne chose de faire histoire et géographie en France. Et comme la plupart des historiens, enfin des profs d'histoire-géographie, on est d'abord historien. Et donc au départ, la géographie, j'aime pas trop. Mais j'ai appris à aimer la géographie à la fac. Il a fallu attendre la fac pour que je commence à aimer la géographie. Ouais. Parce que c'est souvent ça. Hein. C'est plus intéressant la géographie à la fac. Ah oui, bien sûr. Surtout que j'ai eu quand même des bons profs. Moi, j'étais à Paris 8 dans le département de géographie d'Yves Lacoste, même si politiquement, c'est devenu malheureusement, il est devenu peu fréquentable. Mais en tout cas, au départ, dans les années 80, c'est un peu lui qui a inventé la notion de géopolitique. Hein. En France, c'est un des premiers à parler de géopolitique. Et surtout, c'est un des premiers à avoir parlé d'Ibn Khaldoun. En France, d'avoir fait connaître Ibn Khaldoun, l'historien maghrébin. Oui, non, mais de toute façon, je veux dire, le problème, c'est structurel, oui, très certainement. Bien évidemment, comme tous les chroniqueurs de l'époque dans le monde entier, je veux dire, dans le monde occidental. Oui, ça, il n'y a aucun souci, c'est vrai. Non, mais moi, il y a des sûr. trucs que j'aimerais bien. C'est un cas qui m'intéresse, Ibn Khaldoun, parce que j'ai l'impression qu'on transpose. Alors, moi, je pense certainement qu'il commençait à développer des idées anti-noires, mais moi, il y a des traductions, par exemple, ils le traduisent par le mot haine, et je suis en mode, mais est-ce que de l'époque de Ibn Khaldoun, il y avait un mot comme haine, toi, le N-word. Est-ce qu'il y avait ce mot-là à l'époque de... C'est ça, je suis en mode, mais c'est chelou. Après, ils traduisent comme le mot haine pour dire quoi? N-word, le truc qu'on peut pas dire non, d'accord, mais pour les Noirs. Ah oui, d'accord, ok. Mais dans l'époque des Arabes, de cette époque-là, ça existait ce mot? Alors, franchement, déjà, oui, déjà, faut savoir, même en français. C'est-à-dire que la question est de savoir, oui, tu as tout à fait raison, non seulement dans l'arabe de l'époque, mais pour pouvoir bien réfléchir à cela, il faudrait traduire dans le français de l'époque. Ouais. Et non pas avec le français d'aujourd'hui en plus. Ouais. Donc, mais c'est pour ça, parce qu'il a effectivement une lecture très culturaliste, mais des peuples. Il va nous donner des noms à certains peuples, certaines civilisations et tout. Mais c'est vrai que moi, il y a des trucs, ça m'interroge, je me dis, mais de l'époque et tout, et il faut replacer aussi. Mais
Non, Ça mais ça n'empêche pas que ça commence à naître, et notamment lié à l'esclavage arabo-musulman, qui ne vise pas particulièrement au départ les Noirs, mais petit à petit, de par les conquêtes, ça va être davantage les Noirs qui vont être. ouais. Alors moi, je préfère dire la traite saharienne plutôt que l'esclavage, parce que il y avait aussi des musulmans. Bon, moi, je suis contre le fait de caractériser pareil la traite atlantique. On dit pas la traite chrétienne. Donc je ne sais pas pourquoi on dirait la traite musulmane. C'est pas Ouais. pour amoindrir du tout, hein, mais faut replacer ça dans le contexte. Je veux dire, toute religion a ses excès, bien évidemment, a ses Ouais. défauts, a ses bienfaits. Et le fait de caractériser comme ça, moi jamais je dirais la traite juive, la traite chrétienne, la traite. Alors je vois pas pourquoi on dit la traite arabo-musulmane. Je veux dire. D'autant plus qu'une bonne partie des esclaves n'étaient même pas destinés au marché arabe en quelque sorte, hein. Mais un certain nombre allaient même vers les pays du Nord, hein, les pays Mm. du Nord, etc. Donc, ou les pays slaves ou autres, enfin bref. Et des Slaves aussi étaient pris en esclavage par les musulmans. Donc, alors voilà. Les traites sont abordées comme cela. Qu'il y ait des propos négrophobes d'Ibn Khaldoun, aucun souci, aucun problème, qu'on juge comme étant négrophobe aujourd'hui, mais bien sûr. Mais cela ne retire rien à l'intérêt que porte Ibn Khaldoun. Voilà. D'un point de Ouais, vue et c'est aussi la c'est tout. distinction mais ce qu'on n'arrête pas de dire sur le racisme en tant que système. C'est-à-dire qu'ils vont trouver des citations de Ibn Khaldoun qui seraient négrophobes, et donc c'est la preuve qu'il y aurait eu un système raciste Ah oui. dans cette région-là. Et on est Oui. en mode, Oui, oui. Mais, C'est ouais. ça. Alors, je voudrais juste. On a parlé de géographie. Est-ce Juste, que des expressions sont le reflet de structure? alors, C'est je suis désolé, je te coupe 2 secondes parce que on parlait de géographie et on m'a envoyé ce livre. Et alors, je ne l'ai pas encore lu. C'est un gros livre. Ça s'appelle Ceci n'est pas un atlas. Et c'est des cartographies de lutte. Et donc, en fait, je pense qu'il y a aussi tout un discours. Je ne l'ai pas encore lu, mais on me l'a envoyé en me le conseillant. Euh, tout un travail sur comment les cartographies sont parfois orientées Ah oui. et comment ça peut aider autant des forces réactionnaires que des forces progressistes. Et donc, c'est des choses aussi à saisir. Donc, je lirai ce livre et je vous ferai un retour de Ceci n'est pas un atlas. Alors, tu as tout à fait raison, la géographie. Donc, moi, j'ai appris à l'aimer et c'est vraiment passionnant. Et c'est vraiment passionnant. Je ne saurais trop vous conseiller un livre qui s'appelle Front et frontières de Fouché. Front et frontières, qui est ancien maintenant, mais qui est excellent. C'est un gros pavé où il fait le point sur tout ce qu'on peut qualifier de front et de frontières. Et c'est vraiment. Non, mais vraiment, la géographie peut devenir absolument passionnante. Mais Et d'ailleurs, il n'y a sur pas un livre qui s'appelle La géographie, ça sert à faire la guerre ou un eh ben, truc comme ça. c'est justement ce que j'allais dire. C'est Yves Lacoste, justement, de celui dont je parlais, qui l'a écrit. Et c'est comme ça que la géopolitique, entre guillemets, est un peu née en France, hein. Bon, ça ne veut rien dire parce qu'elle était peut-être née avant. On ne donnait pas le nom de. Bien évidemment, le nom en tant que tel, il apparaît dans les années 20, le nom de géopolitique, hein. Mais effectivement, c'est Yves Lacoste avec son livre qui s'appelle La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Je Et le c'est le mets. d'abord qui est important. Il n'a pas dit que ça sert uniquement à faire la guerre, il a dit que ça sert d'abord à faire la guerre. Et il en revient pour cela à Napoléon. Parce que c'est vraiment à l'époque de Napoléon, hein, où la géographie Merci, au sens Fabien. guerrier va prendre tout son sens. Et la cartographie. Alors Napoléon, c'était un cartographe de ouf, comme diraient les jeunes. Et d'ailleurs, c'est grâce, non, mais c'est grâce à la cartographie bien sûr, qu'il réussissait ses stratégies aussi. Il faut bien avoir ça en tête. Alors, on n'est pas en train de faire l'apologie de Napoléon. On est bien d'accord, les amis, hein. Je veux dire, bon, on parle d'un point de vue technique, histoire. Napoléon, tout le monde sait que très souvent, quand il le pouvait, il allait explorer lui-même le champ de bataille, avant la bataille. Il repérait lui-même les mamelons, les dômes, les courbes, etc., les petits. Et Voilà. ça, c'est dans l'art de faire la guerre. Bien sûr. Dans l'art Ouais. de faire la guerre de Sun Tzu, je sais plus. Ouais. Sun Tzu, il y a des trucs sur le terrain et tout, Ah, bien étudier sûr. le terrain. Bah, il avait lu Sun Tzu, justement, Napoléon. Il avait lu des auteurs chinois, etc. Et donc, il venait lui-même. Et il observait déjà. Bon, le modèle de la bataille, c'est Waterloo, évidemment, hein. Il observe tout avec soin, Salut. comment, où placer. Et donc, c'est une sorte de ballet qu'il organise, comme un metteur en scène, hein, où il dispose, tac, tac, tel régiment, à tel endroit, etc. Bon, voilà. Donc, la géographie, c'était extrêmement, extrêmement important. La cartographie, c'est fondamental. Et ce que dit, et là, on va passer ensuite au sujet suivant, mais ce que dit Yves Lacoste, et qui est très juste, pour répondre à la question pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas la géographie. Et il dit, c'est normal, c'est une discipline qui est tellement importante, qu'il faut surtout faire qu'on la rebute. Ouais. La rendre rebutante, hein. Et du coup, parce que justement, elle recèle tellement de secrets, de force, de puissance, et que effectivement, il faut que peu de gens s'y intéressent, hein. Et donc, on essaye de laisser ça opaque, etc. D'ailleurs, juste by the way, au passage, justement, une chose
que nous avait dite cette prof Lynn Salman, voilà, elle s'appelait Lynn. Lynn Salman, qui était intéressant. On avait fait de la paléographie avec elle, hein. Et donc la lecture des écritures anciennes, hein. Au Moyen-Âge, vous savez qu'au Moyen-Âge, les lettres, avant la révolution des Carolines, comme on dit, hein, à l'époque de Charles, les lettres n'étaient pas liées entre elles, hein. D'accord. Je te mets là, comme ça, tu peux être un peu Ouais. plus Les lettres n'étaient pas liées entre elles, donc c'était tout un mythe. Et puis il y a eu cette révolution qui va faire qu'on va lier les lettres entre elles. Enfin bref, il y a eu des tas d'époques dans le développement de l'écriture. Et en tout cas, on n'écrit pas de la même façon au Moyen-Âge qu'on écrit ensuite, comment à l'époque, ce qu'on appelle l'époque moderne, hein. Sous l'Ancien Régime, qu'on écrit ensuite au 19e, on n'écrit pas pareil. Donc il faut pouvoir lire. Il y a des gens qui sont spécialistes de cela, hein. Et donc il y avait à la fac une UV qu'on faisait, ça devient très drôle comme jeu ensuite, parce que c'est passionnant. Tiens, j'apporterai un bouquin, le bouquin de la fac, qui est excellent, vous allez voir, on verra qui peut lire quoi, parce que c'est vraiment super. C'est vraiment super comme jeu, hein. Et alors la question était la suivante: pourquoi est-ce qu'à l'époque, donc sous l'Ancien Régime par exemple, on va dire sous Louis XIV, pourquoi est-ce que les écritures étaient si compliquées à lire? Pourquoi est-ce que ceux qui écrivaient, alors tout le monde n'écrit pas encore, hein, même à l'époque, faisaient si peu d'efforts? Et du coup, elle nous fait réfléchir, elle nous dit, mais posez-vous la question, pourquoi c'est si compliqué de lire l'écriture d'un médecin? C'est intéressant. Pourquoi les médecins particulièrement écriraient mal? Et là, c'est tout à fait intéressant, parce qu'elle nous dit, en fait, inconsciemment, il y a une volonté de garder pour soi un secret. De rendre le moins accessible possible. Et les pharmaciens, et moi j'ai un copain pharmacien, j'ai un excellent ami marocain qui est pharmacien aussi, et depuis longtemps il me dit, tu sais que j'ai eu des cours spéciaux pour apprendre à lire les écritures des médecins. Il y avait un cours spécial à la fac, il a fait ses études à la fac de Montpellier, il y avait un cours spécial pour apprendre l'écriture des médecins. Il me dit, moi je suis assez bon là-dessus. et c'est vrai. Donc, ouais, il y a un truc pour pas rendre accessible à tout le monde. Mais oui, c'est une façon de garder un petit peu jalousement un secret, bon, un peu comme quand tu es à l'école, puis pour pas que ton copain copie, quoi. C'est vraiment, tu vois, c'est un peu ça. Et donc, il y a alors, c'est pas forcément conscient, hein, mais inconsciemment, on est. Chez beaucoup de médecins, malheureusement, ça c'est un problème. On aime bien les médecins, mais des fois on se dit, mais comment ils pourraient faire un tout petit effort? Mais il pourrait faire un tout petit effort, quoi. Je veux dire, c'est comme s'il voulait pas lui-même que ce soit une histoire entre lui et le pharmacien, et que garder jalousement un secret comme ça. Faut pas qu'il sache, lui. Enfin voilà. Et donc, sous l'Ancien Régime, c'était cela. C'était les écrivains avaient un tel prestige, etc., qu'il y avait cette volonté. Et donc, c'était intéressant. Il y avait cette idée. Bon, on reviendra sur tout cela, les amis. C'était une bonne introduction avant qu'on attaque enfin l'histoire du mouvement des indigènes de la République. Mais avant qu'on parle vraiment de l'appel des indigènes de la République, est-ce que tu peux nous raconter la rencontre? Est-ce que c'est à ce moment-là que tu rencontres tu nous as dit que tu rencontres Ouria, Sadri, il était encore arrivé ou pas? Pas encore. Il est arrivé qu'après Sadri. D'accord, donc tu rencontres Ouria et c'était dans les mouvements, par exemple, maman toutes égales et tout, c'est ça? Non, c'est toujours pas ça, c'est une école pour tous d'abord. Une école pour tous, ouais. D'accord. Et c'est là que tu fais la rencontre Oui, alors moi moi j'ai connu parce que j'étais au Collectif National de Palestine. Franchement, les questions domestiques françaises, je m'y intéressais pas. C'est la vérité, j'en avais rien à faire. Non, je dis pas que j'en avais rien à faire, mais j'étais uniquement centré sur tout ce qui était Palestine, et puis guerre avec l'Irak, etc. Oui, on est après 2003. Bon, de façon générale, c'est toujours les questions, je l'avoue, internationales qui m'ont toujours passionné depuis que je suis tout petit. Non pas que je m'intéressais pas, non, parce que j'ai milité sur ici, il y a aucun souci déjà sur le racisme et tout. Mais bon, voilà, les questions internationales, et pour une raison qui est simple, et ça c'est aussi un débat qu'on pourra avoir, pourquoi les immigrés étaient si intéressés par les questions internationales. Parce que quand j'étais môme, dans n'importe quel café d'immigrés où tu entrais, les types ne savaient pas lire, hein, mais je vais dire un truc, ils connaissaient par cœur tous les chefs d'État dans le monde. Hein. Non mais sérieusement, hein. Et ça, je crois que c'est tous les immigrés, parce qu'ils savaient qu'à la télé, et puis à 20h, dans les cafés, à l'époque, les gens n'avaient pas la télé. Hein, je veux dire, il y avait le café, comment c'était au café, qu'on allait voir la télé, il y avait une télé au café, puis on jouait au domino, ils jouaient au domino, tac, tac, tout ça. Puis, mais à l'heure du 20h, tout le monde se taisait.
C'était silence religieux et on écoutait. Parce qu'on savait qu'on allait parler d'eux. Enfin, des Arabes. Ils savaient intuitivement, parce que les Arabes ont toujours été le haut de l'actualité. Ça, c'est depuis que je suis tout petit, les 3 quarts de l'actualité concernent les Arabes, les Surtout musulmans. en France. Hein. Bah oui, surtout en France. Vu l'histoire. La guerre du Liban, c'était chaque jour, la guerre du Liban pendant des années. C'était, auparavant, il y avait d'abord Nasser, il y avait tout cela. Bon, bref, et les guerres contre l'Irak, voilà, les Arabes, régulièrement, c'est 50% du journal. Bon, bref. Donc, les questions internationales, d'emblée, intéressaient les immigrés. Et je crois que j'ai grandi là-dedans aussi. Et donc, ça m'a peut-être influencé, je ne sais pas. En tout cas, dans les années 2000, eh bien, comment sont nés les indigènes de la République? C'est une question très intéressante. Posé, là. Voilà, et on s'est retrouvé donc au collectif. Je me suis retrouvé au collectif national pour la Palestine, là où il y avait toutes les organisations. Je représentais les missions civiles. Et il se trouve que dans le même lieu, c'était le local du MRAP, à une époque où le MRAP était, je suis désolé de le dire, mais beaucoup plus fréquentable qu'aujourd'hui, où il y avait l'excellent Mouloud Aounid, que Dieu ait son âme. On en a parlé. On avait déjà parlé. Hein. Et donc du coup, eh bien, il y avait à côté, il y avait la réunion de Une école pour tous. Donc du coup, j'ai glissé de l'une à l'autre et du coup, je représentais les missions civiles au collectif Une école pour tous, qui est un collectif qui s'était constitué pour s'opposer à la loi sur les signes religieux à l'école. J'invite les gens à voir le dernier live sur ça, on en a beaucoup parlé. Voilà. Donc ensuite, eh bien, on se retrouve, il y a un déchaînement de racisme, etc. Il y a toute une islamophobie naissante qui était totalement inattendue. Non pas qu'on eût cru que ce pays puisse échapper à l'islamophobie, hein. Mais auparavant, elle était beaucoup plus camouflée, beaucoup plus, en tout cas, voilà. Et là, ça explose. Ça explose de toutes parts, dans la presse, les racistes se lâchent, les islamophobes se lâchent. C'était hallucinant. Hein. Donc, du coup, eh ben, on se retrouve avec Sadri, on va le connaître. Sadri, on va le connaître parce que c'est par Caroline Fourest, en fait. Enfin, à l'époque, il y avait Ouria Boutelja, il y avait Pierre Thévagnan. Alors, oui, il y avait toute une... Lévy. Laurent Lévy, Pierre Thévagnan, Ouria Boutelja. Alors, on était au collectif Une école pour tous. Hein. Il y avait Christine Delphi, dont on a parlé l'autre fois. Il y avait d'autres personnes qui sont plus dans le... Qui est mort il y a 2 ans, là. Bah oui, il y avait Catherine Grupper, on en a parlé. Il y avait tous ces gens-là, des gens formidables. Et donc, parce qu'il y avait des gens du MRAP qui étaient bien aussi. Hein. À l'époque, il y avait des gens... Est-ce que cette époque-là, il y avait Christophe? Il y avait déjà Christophe. Il y avait Christophe, quand même, mine de rien. Ah bah, Christophe, c'est le plus ancien. Hein. C'est celui que je connais depuis le plus longtemps. C'est ouf, hein. Respect, hein, Christophe. Hein. Ça fait toujours discret. N'intervenant pas, mais filmant. N'intervenant pas, mais filmant. Mais vraiment, jamais un mot, mais filmant. C'est vrai. Jamais s'est permis de dire si ça, parce que il y a des blancs qui étaient gentils, mais parfois, là, il va y avoir un moment où il va y avoir un clash. Alors bon, bref, donc j'en arrive, et puis on est là, et puis on se dit que vraiment, il faut faire quelque chose. Et là, on fait comme on faisait d'habitude. Ah oui, il y a d'abord eu cette réunion, cette réunion à l'Institut du monde arabe, où il y a Caroline Fourest qui doit venir présenter son livre, qui s'appelle Tir croisé, qui est vraiment un brûlot raciste, islamophobe, mais vraiment. Et là, on décide d'y aller, puisque c'est une réunion publique, hein, et d'aller apporter la contestation. Et c'est là qu'on va connaître Sadri. Sadri ne va pas être physiquement présent, mais je ne sais plus comment Ouria était en contact avec lui, et Sadri lui envoie quelque chose qu'il a écrit sur le bouquin de Fourest, une critique. Hein, il avait relevé tous les passages complètement aberrants. C'est énorme. Elle guerre contre Tariq Ramadan. Ah, mais bien sûr, elle avait commencé la guerre contre Tariq Ramadan. Il y aura des années. Bien sûr. Tariq Ramadan, lui, il avait commencé à Lyon. Enfin, c'est à Lyon qu'il commence vraiment avec l'Union des jeunes musulmans de Lyon. Et il commençait déjà à faire du bon travail, franchement. Donc, il avait une certaine audience et autres. Et l'Union des jeunes musulmans était très bien. Et donc, tout de suite, il a été pris comme cible par Caroline Fourest. Elle écrit son bouquin avec Fiammetta Vénère. Et donc, du coup, c'est un brûlot anti-islam et hallucinant. Et donc, du coup, Sadri, qui a lu le bouquin, fait une critique et il nous l'envoie. Et on se retrouve, donc, Ouria, mon excellent ami dont je parle souvent, Walid Cherara, qui est au Liban actuellement, qui est journaliste, qui venait d'arriver de Beyrouth, que j'ai entraîné avec nous, il avait sa valise encore. et donc du coup, on se retrouve tous à l'Institut Monde Arabe, et là ça a été
ça a été terrible parce qu'il y avait plein de gens, la salle était bondée, mais avec des grosses pointures. Hein. Il y avait Elias Sambar, il y avait Farouk Mardambey, Farouk Mardambey, qui est un des conseillers culturels de l'Institut du monde arabe, quand même, pas n'importe qui, et qui est un Syrien, un monsieur formidable. Il y avait Elias Sambar, le Palestinien, qui est le représentant de la Palestine à l'UNESCO. Enfin, il y avait toute une série de gens qui connaissent parfaitement l'islam, le monde arabe, et qui sont des gens tolérants, même très tolérants, très ouverts, même aux critiques. Les gens ont le droit de faire des critiques. Hein. Mais le bouquin est tellement un condensé de racisme puant, mais avec des lieux communs. Ah oui, tir croisé. Et puis, elle finit par dire que si effectivement elle vise principalement l'islam, non, elle vise toutes les religions, pas uniquement l'islam, mais parce que l'islam pose davantage problème que les autres. Hein, c'est la théorie. Hein. M'avait raconté. Oui. Alain de la librairie m'avait raconté cette rencontre. Mais ça avait été drôle. À Lima. Ouais, parce que tout le monde, et je le dis fort poliment d'ailleurs, tout le monde lui tombe sur le paletot, mais de toute façon, je l'ai dit, parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que tout a été filmé. Et je vais raconter pourquoi c'est important. Et donc, Arodaki, qui était le responsable de Lima, qui interviewait Caroline Forest et Fiametta Wener, était extrêmement prévenant. Voilà. Et elle déblatère, elle sort sous leur... Et puis, du coup, quand il y a le tour des questions, une forêt de bras qui se lèvent, et chacun était là. Écoutez, vous écrivez telle page que tel, je sais pas, tel shir ou tel sultan, hein, mais vous savez, vous vous trompez d'un siècle. C'était vraiment cela. Vous vous trompez d'un siècle. Il a jamais dit ça. Puis en plus, c'est un siècle. Bon, c'est que ça, des à peu près, des choses comme ça et tout. Validé. Je me rappelle, là maintenant, on a un peu plus pointé sa malhonnêteté intellectuelle, et notamment il y avait Caron qui avait beaucoup fait ça. Mais à l'époque, c'était validé par tout le monde. Hein. Mais c'est hallucinant. Mais alors, et puis alors sur les Palestiniens, moi j'interviens parce qu'elle dit des énormités sur les Palestiniens, sur Arafat, je sais plus ce qu'elle raconte, mais vraiment des choses épouvantables, des faussetés, hein, vraiment. Et donc, du coup, et tout le monde intervient. Mardambey intervient en disant, écoutez, vous avez parfaitement le droit de ne pas aimer l'islam. Alors, franchement, il dit, je suis le premier à vous... Non, mais c'est vrai. Il est musulman lui-même. Il dit, mais je suis le premier à dire que vous avez absolument le droit de dire que vous n'aimez pas l'islam. Par contre, vous n'avez pas le droit de mentir. Et vous n'avez pas le droit d'être raciste. Il dit c'est autre chose. Vous êtes très, très bien. Moi, si quelqu'un dit je n'aime pas l'islam, il n'y a aucun souci. Et je suis absolument contre le fait que quelqu'un subisse un dommage physique parce qu'il dit qu'il n'aime pas l'islam ou qu'il a absolument le droit. Hein, je veux dire. Ouais. Par contre, c'est autre chose. Si vous êtes raciste, c'est autre chose. Ça tombe sous le coup de la loi et on a le droit effectivement. Et si vous racontez des énormités, on a le droit de dire d'un point de vue historique. Voilà, c'est tout. Alors. Elle est tellement bouleversée par tout. Elle tient plus. Elle se rend compte que la supercherie éclate au grand jour. Avec Fiametta Wener, elles étaient toutes les deux, c'est sa co-auteur. Et donc, du coup, elles étaient là. Alors, du coup, elle dit excusez-moi, il faut que je sorte fumer une cigarette. Alors, elle sort sur le parvis de l'Institut pour fumer une cigarette. Elle revient très nerveuse et tout. Et puis, à un moment, moi, je suis intervenu. Et puis, je cherchais les pages dans son bouquin, les pages de ce qu'elle avait dit exactement, en mettant de Sadri, du truc de Sadri. Et puis, du coup, elle me voit, et moi, je fais comme ça. Parce qu'elle ça veut dire... Après, je vais vous dire les pages en question. Hein. Elle est allée raconter que je l'avais menacée, que je lui dis « Attends, tu vas voir tout à l'heure ». Attends, tu vas voir tout à l'heure. Est-ce que tu l'as pas menacé? Oui. Et puis, oui, il a dit. et puis comme Walid, mon copain, lui, alors Walid, bon, c'est pas un secret, Walid est à Hezbollah, hein, et qu'elle a sorti des énormités là-dessus parce que la compagne et co-autrice de Caroline Forest est libanaise d'origine, Fiametta Wener. En fait, son père est un phalangiste libanais, donc extrême droite fasciste. Hein, que sa mère, qui était athlète de haut niveau, a rencontré en passant par Beyrouth dans les années 70. Et son père, non seulement mais c'est en même temps un idéologue fasciste qui était à Assas, un prof de droit, et qui était donc un des idéologues fascistes du GUD, les amis. Du GUD. Et elles deux, elle a d'excellentes relations avec son père, hein, et elles deux, apparemment, se disent de gauche. Non, mais c'est toujours assez drôle.
Son père était un idéologue du GUD, il faut quand même le Grave, savoir. Pour Fredo. ceux qui connaissent le Assas, le GUD, c'est le groupe Union Défense, un groupe fasciste qui Ouais. attaque sans arrêt Mais qui font les des Arabes, actions, les là, Juifs. dernièrement. Qui ont ah ouais. fait des actions. Ouais. Ah ouais, qui attaquent les Arabes, les Juifs, etc. Enfin bref. Qui se disent antisionistes, qui ne sont pas du tout antisionistes, qui sont antisémites. Hein. Eh bien, du Il y a coup. une trace sur la caméra, ouais, j'ai l'impression. Ouais. Ouais. Ouais, alors, et donc, du coup, On voit sur le jaune. du coup, ce qui se passe, bon, bah voilà, ça se termine en apocalypse pour elles. Elles partent, elles vont se plaindre partout en France. Elles vont se plaindre jusqu'à l'Élysée, c'est monté, leur plainte. À tel point que l'Élysée, figurez-vous, a envoyé une sorte d'enquête à Lima pour savoir ce qui s'était passé. Et c'est vrai qu'elle a été menacée, etc. Hallucinant. Et les gens de Lima ont dit, bah évidemment non. Et puis ils ont dit, en plus, tout a été filmé. Alors, si on ne voit pas, c'est normal. Hein. Il y a le monteur qui va régler un peu la caméra. Ouais. Continue. Oui, vous avez raison, le GUD, c'est le pendant de la LDJ. Tout à fait. Et donc, du coup, c'est Sylvain Attal, je crois, à l'époque déjà, qui a été envoyé par l'Élysée pour vérifier ce qui s'était passé. Et donc, il a visionné toutes les bandes. Du débat, du fameux débat. Et il est parti en disant, il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal, effectivement, il n'y a aucun problème. Voilà. Mais le problème, c'est que la légende est née, Caroline Fourest a été agressée à l'Institut du Monde Arabe. Et la presse reprend ça à l'époque en boucle. Bon, tout ça pour vous dire. À la suite de cela, on se retrouve avec Sadri. Est-ce qu'il avait déjà écrit son livre, Sadri, sur. Non, pas du tout. Sur Caroline. Ouais. Non, pas encore. D'ailleurs, je le mets pas tout de suite en photo. Si, tu peux le mettre en non, bah attends, dans 2 minutes, on y arrive. Et là-dessus, on se retrouve à former un petit groupe. Et on essaye de développer. Voilà, on se dit, il faut faire quelque chose là, il faut créer quelque chose, c'est pas possible, ça devient fou cette histoire d'islamophobie. Surtout qu'il n'y avait pas vraiment de structure encore à l'époque. Hein. Attention, hein. C'est après que c'est né tout cela, le collectif Non, il y avait déjà le collectif des musulmans de France qui s'était constitué, mais il n'y avait pas encore de groupe spécifique sur l'islamophobie, hein, comme le collectif contre l'islamophobie. Alors, quelle année? C'est 2004, ça 2003? Alors là, on est en 2004. D'accord. En 2004. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier les réunions avec plein d'acteurs sociaux, comme on dit. On fait comme on a toujours fait d'habitude. Dans nos traditions de l'immigration, à chaque fois qu'il était question de créer une structure, bien comme on dit, on réunissait toute la famille, quoi. On réunissait toute la famille, tous les gens qui étaient connus, les militants, etc. On s'organisait une journée. Ce fut le cas déjà dans les années 90, lorsque le MIB a failli être créé, parce que je le dis, le MIB n'a jamais été créé officiellement. Mais donc on s'était tous retrouvés. Ça a toujours été un truc officieux? Ben oui, alors je ne sais pas, ensuite ils ont peut-être déclaré des associations, mais le MIB devait se créer en 95 et j'étais à la réunion à la Bourse du Travail de Saint-Denis. On s'est réunis pendant deux jours pour créer le MIB et on a bossé. Hein. Il y avait tout le monde, il y avait tous les militants de l'époque, la vieille immigration, la jeune immigration, etc. Et pendant 2 jours. Et à l'issue des 2 jours, eh bien, les animateurs, hein, bah ça je peux le dire publiquement, Tarek et Nordine, ont dit, bah écoutez, on va intégrer tout ce qui a été dit, parce qu'on a fait des sortes de petits rapports, des tables, il y avait des commissions, commission histoire, commission tout ça, etc. Il était question de faire un mouvement, hein, un grand mouvement qui engloberait toute l'immigration. C'était ça le truc. Et il y avait vraiment tout le monde, et je peux dire qu'il y avait Saad Habsi, qui nous a quittés, que Dieu ait son âme, etc. Il y avait tout le monde. Et donc du coup... Et puis, ils nous ont dit, bah, écoutez, on va intégrer tout ce qui a été dit, toutes ces réflexions. Et puis, on se retrouve dans une quinzaine de jours, hein, pour, comme on dit, bilan et perspective. Bah, j'attends toujours la réunion, quoi. J'attends toujours la réunion. C'était en 95. Hein. Elle n'a jamais eu lieu. Voilà. Alors après, il y a un MIB qui existait, mais qui n'était pas le produit de ce... Il y avait Saïd Bouamama? Il demande le... C'est bien possible qu'il était là, Saïd Bouamama. Parce que lui, à l'époque, dans les années 80, il faisait un truc qui s'appelait Mémoire fertile. Non, Texture. Il faisait un truc qui s'appelait Texture à Lille, là-bas, qui était pas trop mal. Non, Texture. Oui, Texture, mais c'était bon, bah voilà, c'était son truc. Une première réflexion, voilà, sur l'immigration. Il y avait aussi Mémoire fertile, qui était plus à Paris. Enfin, il y avait déjà des choses. Bref, mais il est possible que Bouama ait été là. Ouais. Alors, on revient, je t'ai coupé, vous faites la réunion pour... Alors, on fait des réunions, on est en 2004, on fait des réunions et on retrouve, d'ailleurs, on propose au MIB, donc on propose aux amis du MIB d'être là, on propose à tous les gens qui le veulent, de l'immigration, etc., de se retrouver. Et on se retrouve aux 2 rues de Malte, à Paris, au local des Verts. Le local, on l'a eu par un type qui est très sympa, qui s'appelle Mermet, qui est des Verts. Pas Daniel Mermet? Non, pas rien à voir, non, parce que lui, il nous a toujours détestés.
mais qui est un brave type que j'ai vu là justement aux obsèques de Ravenel, et qui était au collectif national Palestine et qui est des Verts, mais qui était bien. Et oui, parce qu'il y a, comme partout, à boire et à manger. Et par lui, on a donc le local des Verts de la rue de Malte, à Oberkampf. Et c'est là-bas qu'on va se retrouver. On va multiplier les réunions. Alors, il y aura des réunions là, il y en aura ailleurs. Et à chaque fois, avec la même idée, c'est constituer quelque chose. Et malheureusement, les copains du MIB, parce qui était quand même le point central, le MIB n'a pas voulu se joindre à nous pour faire quelque chose. Peu importe quelles que soient les raisons, nous laissons ça aux historiens pour la suite, mais en tout cas, ils n'ont pas voulu. Hein. Nous, on faisait des propositions, on disait, écoutez, à l'époque, on connaissait déjà un certain nombre, on va dire, d'intellectuels blancs, mais qui nous étaient très favorables, évidemment. Ouais. Hein, Christine Delphi, etc., des gens très bien, et on leur proposait, on disait qu'on va faire quelque chose en banlieue. Voilà, on va faire un gros événement en banlieue. Ça va pas être le truc uniquement parisien. Et ça va être super parce qu'ils vont venir en banlieue, on va faire un gros truc, mais non, mais ça ne les intéressait pas. Bon, le MIB. Donc, peu importe, le MIB ne voulait pas. Donc, on était un petit peu désespérés parce qu'on s'est retrouvés, parce que dès l'instant où le MIB ne voulait pas, plus personne ne voulait. Ah ouais, d'accord. Ouais, parce que bon, le seul vrai groupe qui était, disons, digne d'intérêt, qui avait une image d'indépendance, etc., c'était quand même le MIB à l'époque. Hein. Bon, il y avait des assauts de l'immigration, mais qui étaient plus dans leur truc. Le MIB, qui étaient plus dans leur truc et qui étaient déjà des associations. En donc, plus, ils ont bénéficié de la pub de Will Smith. Ah oui, Men in Black. Oui. Ouais, exact. C'était rigolo ce truc. Ah, ouais. Bon, bref. Et non seulement j'ai connu Oreste Scalson, mais c'est un bon ami. C'est un bon ami, Oreste Scalson. Je l'aime beaucoup. Je me demandais si c'était un faux nom pour avoir et je me disais Oreste Scalson. Il est adorable. Tu vois les fausses blagues, les noms que tu te dis et que ça fait un truc ridicule. Oui. Et donc je voulais pas le dire et j'essaie dans ma tête de voir qu'est-ce que ça veut dire Oreste Scalson. Ah non, c'est un grand militant. Oui, la Scalson, oui, mais donc, la pizza Scalson. Ouais, je me suis dit, Non, c'est un grand militant italien de l'autonomie qui est réfugié en France depuis très très longtemps, qui est un type adorable, que j'aime beaucoup. J'espère qu'il va bien. Je ne l'ai pas vu depuis un certain temps. Mais toujours est-il que, on se retrouve, on est un peu désespéré, on se retrouve à 4. Il y avait Jamila Ouria, qui déjà avait fait un petit groupe qui s'appelle les Blédardes. Oui, les Blédardes. Voilà, qui déjà avait fait un petit groupe qui s'appelait les Blédardes. Alors, elles avaient fait ce groupe, pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y avait déjà la Fadela Amara, etc. Ni pute ni soumise. Ni pute ni soumise, cette espèce d'escroquerie énorme qui s'appelle Ni pute ni soumise. Il faudra aussi qu'on en parle. Avec Fadela Amara et son mari, Mohamed Abdi, et je le dis, une escroquerie énorme. Et d'ailleurs, parce que je leur ai dit en face, et il y avait eu certaines malversations. Oui, pardon. Juste, MIB, c'est Mouvement Immigration Banlieue. Et on demandait qui était au MIB. Qui était au MIB, c'est-à-dire ? C'était qui les membres du MIB, on me demandait. Oh vous les connaissez pas forcément. Les plus connus sont c'est vrai qu'ils sont pas très connus. Tarek, Nordine. Actuellement, ils font quelque chose qui s'appelle On s'en mêle. Hein. Ah oui, si vous tapez On s'en mêle, qui appelait donc de soutien à l'AFI, etc. Donc voilà, avec aussi des gens de Toulouse, à Mokrane, voilà, des gens comme ça, un peu partout. Bon, sur Paris, Toulouse, Montpellier, en gros. Et juste pour les Blédardes, il me semble que elles avaient aussi créé un groupe, les Blédardes, avec des mecs en opposition à ni pute ni soumise. C'était, ni Mac, ni je sais pas quoi de quartier. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Ou rien. J'ai vu les recherches et tout. Il y a un truc comme ça. Genre un groupe ni Mac, ni je sais plus quoi, ni Domina, ni je sais plus quoi. Oui, parce que ça a donné lieu à des tas d'avatars rigolos. Enfin, des gens en sortie. Et oui. C'est pas elle qui l'avait créé. Oui, je me rappelle. Ni Mac, ni je sais plus trop quoi. Oui, tout à fait. C'est pas elle qui l'avait créé, mais c'est des gens qui étaient qui aimaient bien et qui aimaient bien les Blédardes et qui avaient fait des trucs pour se moquer, ni pute ni soumise. Voilà. Alors, il faut savoir que c'est toujours le même Julien Drey qui est à la manœuvre. Le même qui a créé SOS Racisme, le même qui a tenté de créer aussi, de créer dans les années, il a tenté à chaque fois, c'est l'incubateur du PS, il a tenté de créer un truc qui s'appelait Stop Violence, contre les violences en milieu scolaire, etc. À chaque fois, ce sont des machines à récupérer du fric, en fait. Ce sont des machines, selon la formule, je ne sais pas si vous vous souvenez, on va voir ceux qui ont bien écouté la fois dernière,
Quelle formule avais-je utilisée, qui n'est pas de moi, qui était de notre regretté ami Mouloud Aounit, hein, mais pour caractériser ces espèces de pompes à finances. Hein, de pompes à finances, de coquilles vides, dont l'unique but est de récupérer du fric, hein, sous n'importe quel, sous des intitulés nobles, hein, comme la lutte contre le racisme, le sexisme, etc., tout ce qu'on voulait, mais qui en fait sont des coquilles complètement vides, dont le but est de récupérer des frics. N'oublions pas qu'il y a notre fric en plus. Hein. Alors, ouais, subvention. Alors, j'avais dit quelque chose, qui est une expression, c'est une expression de Mouloud Aounit. Je pense que personne ne s'en souvient. C'est chaud. Pompe à finance, ouais. Et finance écrit comme ça, c'est tiré du Canard enchaîné, hein, parce que il reprend l'écriture qu'il y avait sous Louis XIV. Hein, comment il se la raconte? Comment il se la raconte? Tu l'as vu? Oui, pompe à finance, c'est l'écriture du Canard enchaîné, tiré de Louis XIV, du vieux François. Mais comment tu te la racontes? T'as raison, vas-y, flex. Ouais, c'est vrai. Flex. T'as raison. Et alors donc du coup, comment il disait, j'aimerais que vous la gardiez parce que ça vaut la peine. Il disait en parlant des SOS racisme, ni pune ni soumise. Vous savez que lorsque vous créez une association, il disait ce sont des associations lucratives sans but. Oh, c'est beau. Parce que vous savez que normalement, quand vous créez une association, elle est définie comme étant association non lucrative. Il y a Uflex. Association à but non lucratif. Hein, c'est la définition de toute association 1920. Par opposition aux associations commerciales, hein, ouais. D'accord, et aux entreprises. Donc, votre association est qualifiée de à but non lucratif. Et lui, il dit, ce sont des associations lucratives sans but. C'est bien qu'il explique la blague. Je trouvais que c'était pas mal. Bon. Je l'ai pas bien compris, tu peux m'expliquer? En vérité, à but non lucratif, ça veut dire que le but n'est pas de faire du profit. On est d'accord. Christophe, il a compris. Oui, je rigole. Oh, écoutez, c'est drôle. Arrêtez. Oui, c'est drôle, mais le fait que tu racontes la blague, oui. tu me prends pour des teubés, quoi. Bon, alors, tu vois la lucration. Bon, et donc rappelez-vous, enseigner, c'est se répéter. Alors, donc, c'est des formations professionnelles, c'est vrai. Et donc, du coup, on se retrouve là et on se dit qu'il faut faire quelque chose. Bon, très sérieusement. Il y a là Laurent Lévy, il y a là Jamila qui est une copine d'Ouria, et il y a là Sadri, et il y a là ma pomme. Et on est un peu désespéré, c'est l'hiver, il fait froid, on se retrouve dans des cafés, et puis on se dit qu'est-ce qu'on va faire? Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Alors on se dit, désespoir de cause, on va écrire un texte. Et Sadri dit, on va écrire un texte qui mettra les choses au point et qui dira un petit peu ce qu'on pense. Voilà. Et peu importe si on est 3-4 à le signer. Il n'y a vraiment absolument personne. Hein. Et puis on voulait que ça vienne plutôt de nous, pas d'un télo blanc, etc. Donc voilà. Et donc on s'est retrouvé à Ménilmontant, au Mianis, café de Mianis, qui est une salon de thé, pâtisserie là, algéroise, et aussi en face aux Quatre Frères, qui est aussi un petit resto de quartier, communautaire, hein, et qui a disparu, qui est revenu ensuite. Enfin bref, nos excellents amis des Quatre Frères. Eh bien, on se retrouve là, et surtout au Mianis, et on se retrouve à écrire. Enfin, Sadri écrit, c'est principalement Sadri et Ouria. Et puis on en discute. Et Laurent Lévy et moi, on en discute, on est là pour un petit peu discuter, quoi. Mais c'est d'abord Sadri et Ouria qui rédige l'appel, qui va s'appeler l'appel des indigènes de la République. C'est vous trois? Ouais. Sadri, Ouria... 4, avec Laurent Lévy. Avec Laurent Lévy. Ouais. Mais Laurent Lévy, on n'a pas fait grand-chose, hein, moi non plus. Hein. Non, Laurent et moi, on n'a pas fait grand-chose, je dis franchement. C'est-à-dire qu'il nous lisait, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, bon, voilà. Youssef et Sadri travaillent, Non, c'est Ouria et Sadri travaillent, Youssef fait des blagues. Youssef et Sadri travaillent. Non, c'est Ouria et Sadri travaillent. Oui, mais je pense que c'est trompé sur le... Ouais, il a raison, effectivement. Voilà, j'étais un petit peu la mouche du coche. Hein. C'est quoi la mouche du coche? La fable de La Fontaine, tu connais pas la mouche du coche? La mouche du coche? C'est le type qui est là, qui fait des petites remarques et puis qui donne l'impression que c'est lui qui fait avancer le coche. Un coche, c'est une voiture à cheval. Hein, la mouche du coche. Ouais. D'accord. Vous connaissez pas la fable de La Fontaine? Non.
Alors, connais pas un celle-ci. coche se trouve, c'est l'été, il fait très chaud et tout, et un coche très lourd, donc avec des gens, des voyageurs à l'intérieur, se trouve en bas d'une côte, hein. Et puis il y a les chevaux qui sont là, qui sont en train de peiner, pour monter la côte, hein. Puis à l'intérieur il fait chaud et tout. Et puis survient une mouche. Hein, survient une mouche, et la mouche va d'un cheval à l'autre, de ci, de là, elle pique un cheval, elle pique un autre, etc. Hein. Les chevaux finissent par arriver au sommet de la côte, et la mouche dit, vous avez vu, c'est grâce à moi, hein, c'est moi qui les ai fait avancer, les chevaux. Bon, D'accord, je vois. D'accord. ouais. Un peu. La couche du moche, c'est pas Avec mal. la couche du moche. C'est nul. D'accord, bah, c'est une belle fable. Ouais. C'est un peu les inspecteurs des travaux finis, ouais. Ah bah écoutez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, je ne veux citer personne, mais dans le paysage politique français, enfin Oui. de nos que l'on peut qualifier de mouche du coche. Hein. Mais parce qu'en plus, il y en a beaucoup qui prétendent qu'ils étaient là depuis le. T'es pas obligé de refaire si tu veux, les gens vont. Mais qui prétendent qu'ils étaient là dès le début du pire, et du pire, et qu'ils étaient même les fondateurs. quoi. Hallucinant. Mais bien Je veux sûr. dire, le nombre de gens. Mais moi, j'étais là Mais dès le bien début, en sûr, fait. Mais bien sûr. Mais n'importe quelle personne qui nous a croisés à l'époque, hein, qui a bu un café avec nous, dit qu'il était fondateur. On va pas citer des noms, mais j'en connais plusieurs comme ça, hein, qui vont dire ah, mais moi j'étais fondateur. Mais oui, ça fait rire. Ça fait rire. Alors bref, on se retrouve avec ce texte. Et ce texte, eh bien, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, Sadri propose ce texte au site ouma.com. Sadri propose ce texte au site ouma.com, qui a l'habitude de passer des textes, etc. Ça existait déjà, ouma.com ? Oui, bien sûr. D'accord. Il venait de naître. Il y avait quand même une petite effervescence. Hein. Il y avait beaucoup de choses qui apparaissaient, des sites musulmans, etc., des associations, Ouais. quand même. Hein. Et ça existe encore, ouma.com ? Oui, bien sûr. Ah ouais. oui, bien sûr, tout à fait. C'est, Ouais. plus trop- c'est moins suivi. Ouais, ils Je ont crois fait que c'est moins dépasser suivi, par hein. d'autres trucs, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, Alcans aussi, il y avait ça. Alcans, ouais. Ouais. Bon, alors donc du coup, j'ai été l'amant de rire en 2005. Et donc du coup, et donc du coup, eh bien, très sérieusement, on se retrouve là. Il balance le texte à Ouma, et puis on oublie. Comme quand tu écris un texte, tu l'envoies, puis voilà, puis tu oublies, tu passes à autre chose. Oui. Et il va se passer cette chose absolument surprenante. C'est un peu comme quand on balance un boomerang et qu'il revient. C'est que le texte, il va sur Ouma, et nous, on l'oublie, on regarde même pas Ouma. Et quelle ne fut notre surprise lorsque c'est par le Nouvel Obs qu'on apprend que ce texte fait un vrai carton sur Ouma. Et que les gens, spontanément, alors qu'on n'avait jamais proposé, se mettent à signer le texte. Alors que nous, ce n'était pas du tout un texte qui appelait à signature. Ouais. C'était un texte où on dit le nous, le fameux nous, qui a fait couler mais alors des torrents d'encre jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que le nous ? Parce que sur France Culture l'autre jour, Ouais. comment elle le disait encore, c'est la question qui a été posée à Ouria, qui est le nous, hein, qui c'est ce nous ? Et ce nous qui va être absolument dévastateur, parce que c'est étonnant, c'est ce pronom possessif ce pronom personnel, pardon, qui va être vraiment la démarcation, qui va créer un mur. C'est le cas de le dire entre nous et eux. Mais c'est pas un mur que nous avons voulu, je veux dire. Hein. Ouais. Mais le fait qu'on dise nous, ça a été incroyablement reçu. Hein, incroyablement reçu. Dans les deux sens. Oui. Positivement et négativement. Bien sûr. Et c'est d'ailleurs la raison qui va faire le succès du texte, puisque pour la première fois le texte dit nous. Et ça veut dire qu'en disant le nous, il y a une sorte d'affirmation, une affirmation qui est extraordinaire. Et c'est l'affirmation qui est le plus important dans l'appel des indigènes de la République. Parce que je vais vous dire une chose, j'ai coutume de dire en rigolant, si jamais je voyais cet appel aujourd'hui sur un site, jamais de la vie je le signerais. Hein. Ah ouais. Il est trop mou. Non mais je vous jure. Bah attends, mais c'est 2005 aussi, il faut Mais replacer en oui, 2005. mais non, mais quand je le contexte de l'antiracisme, Ah bon, l'antiracisme, c'est quand même SOS racisme, quoi. Ah bah, Où on ne dit pas blanc. ah bah bien Où sûr. on dit pas blanc. Je pense que les gens on se rendent pas compte. Ah parce oui. que moi, ce qui m'énerve, c'est les gens qui sont un peu véhéments envers les Arabes et les Noirs des années 2000. Et je suis en mode, mais les gars, vous vous rendez pas compte de l'époque, quoi. De l'époque où, la figure de l'antiracisme, c'était Jamel Debbouze. Et pour nous, c'était des trucs de ouf. Bah, bien évidemment. Et dire blanc, alors je vous dis juste le début. Hein. Tu veux qu'on le mette sur le. Ah bah oui, je veux bien, tiens. Mhm. Alors,
Tu Je veux vous qu'on le dis, lise? donc on va lire au moins en partie, oui, Ah bah là. ça vaut peut-être la peine. Regarde, comme ça, il le voit en direct. Ouais, aussi, voilà, les comme ça gens. on va pas faire une exposition de texte, mais c'est assez intéressant quand même. Il le voit, les gens. Il est là. Non, non, SOS Racisme ne disait absolument jamais blanc, non, mais ça va pas. Bah non, mais surtout pas. mais C'était oui. l'universalisme, nous sommes tous des êtres humains, etc. Mais voilà. attendez, mais même nous, je veux dire, les gens, nous, on disait pas blanc, on disait les Français. Ah, mais exactement. On disait Bah, les moi aussi, Français. même quand j'étais petit, on disait déjà les Français, t'as tout à fait Ouais, raison. On disait les Français, on disait pas les blancs. Ouais, ouais, Et maintenant, c'est le Gouel, plus mais précis. bon, le Gouel, c'était entre nous, c'était la famille. Ouais, guerre. Ouais, ouais. Mais sinon, on disait t'as tout à fait raison. Depuis que je suis tout petit, on disait les Français. Ouais. Alors, alors, je veux dire, donc le truc rigolo, c'est qu'on se retrouve, et puis on est complètement étonné. Les gens nous disent, mais vous rendez pas, il y a un texte, et le Nouvel Obs dit, vous vous rendez pas compte, ce texte en 15 jours, il a reçu 5000 signatures. C'est énorme pour l'époque, hein, en plus. 5000 signatures, spontanées comme ça. Tout le monde se met à signer le texte. Alors des individus, des associations même, hein, plein d'associations d'immigration se mettent à signer, moi, universitaire, etc. Et puis ils mettent on n'avait jamais demandé ça, c'est extraordinaire comme truc. Hein. Ouais. Moi, machin, employé de bureau là, moi, animateur, etc. Tous les gens se mettent à signer de façon incroyable. Alors, évidemment, l'immense majorité, ce sont vous rendez compte, des Français d'origine maghrébine, hein, Français ou pas Français, en tout cas d'origine maghrébine. Et c'est vrai, mais on va aussi marquer aussi chez des Noirs non maghrébins. Hein, il y a des Noirs maghrébins, des Noirs subsahariens non maghrébins aussi quand même. Donc voilà, et ça va être incroyable, ça va être extraordinaire, et on est dépassé. On est vraiment quasiment dépassé. Ouais. Tout le monde en parle dans les radios et tout se met à en parler. C'est la trouille. En fait, c'est la trouille, c'est la grosse trouille. Ils sont en train de se réveiller. On a réveillé le dragon. C'est vraiment le sentiment qu'on a. On a réveillé le dragon. Quel est le crétin qui a réveillé le dragon? Toi, Fourest, c'est sa faute, c'est machin. C'est quasiment ça, quoi. Et alors, partout, sans que nous, on nous ait encore interrogé, personne ne nous a encore rien demandé. Hein. Ils sont tous en train de discuter de nous. Et le fameux nous. Et alors, il y a tous les historiens, alors toute la vieille garde des historiens, malheureusement, l'immense majorité sont complètement décatis, sont complètement hors jeu, sont complètement à côté de leur pompe et vont nous être extrêmement hostiles. Que ce soit des historiens, que ce soit des sociologues, même des gens qui pouvaient paraître bien. Alors, je le dis. On va quand même donner quelques noms, hein, je veux dire. Mais évidemment, Benjamin Stora, qui nous est hostile absolument dès le début. Comment s'appelle-t-il, notre ami qui a écrit le bouquin Le Creuset français? Noiriel. Noiriel. Et en plus, Noiriel, parce qu'à l'époque, on dit nous allons organiser les assises du postcolonialisme. C'était notre grande prétention. On va le voir dans le texte. Hein. C'était la grande prétention qu'on avait. On n'avait même pas en tête de faire un mouvement. Dit voilà. Tu veux qu'on le lit? Tu veux qu'on mette Alors, le on va le texte? lire. Comme ça, on pourra mieux en parler. Je commence? Ouais, vas-y. Donc, nous sommes les indigènes de la République. Rendu public en janvier 2005, cet appel a été signé par des milliers de personnes. Des milliers. Ouais. 5000 en 15 jours. Et après, ça n'arrêtait plus. C'était un flot. Alors, je vais vous raconter parce qu'il s'est passé des choses amusantes là-dessus. Alors, discriminer à l'embauche, au logement, à la santé, à l'école et aux loisirs, les personnes issues des colonies anciennes ou actuelles et de l'immigration postcoloniale sont les premières victimes de l'exclusion sociale et de la précarisation, indépendamment de leurs origines effectives. Indépendamment, j'insiste, de leurs origines effectives. Les populations des quartiers sont indigénisées. On avait inventé donc le concept d'indigénisation. Reléguées aux marges de la société. Les banlieues sont dites zones de non-droit que la République est appelée à reconquérir. Contrôlées au faciès, provocations diverses, persécutions de toutes sortes se multiplient, tandis que les brutalités policières, parfois extrêmes, ne sont que rarement sanctionnées par une justice qui fonctionne à 2 vitesses. Pour exonérer la République, on accuse nos parents de démission, alors que nous savons les sacrifices, les efforts déployés, les souffrances endurées. Les mécanismes coloniaux de la gestion de l'islam sont remis à l'ordre du jour, avec la constitution du Conseil français du culte musulman, sous l'égide du ministère de l'Intérieur. Discriminatoire, sexiste, raciste, la loi anti-foulard, on disait, pour le hijab, on disait le foulard à l'époque. La loi anti-foulard est une loi d'exception, aux relents coloniaux. Tout aussi colonial, le parquage des harkis et enfants de harkis. Voilà, on apportait aussi une voie nouvelle par rapport aux harkis. Hein. On n'était pas dans le truc, les harkis, c'est les méchants, parce que on va en reparler ensuite de notre analyse des choses. Tout aussi colonial, le parquage des harkis, enfants de harkis.
Alors, les populations issues de la colonisation et de l'immigration sont aussi l'objet de discriminations politiques. Les rares élus sont généralement cantonnés au rôle de beurre ou de black de service. C'était qui à l'époque? C'était Malek Bouti, par exemple. Ah bah oui, bien sûr, tu as tout à fait raison. C'était encore les Malek Bouti et autres. Ouais, Malek Bouti, c'est vraiment l'archétype on pourrait dire, du colonel Bin Daoud. Hein. On pourra revenir sur l'histoire du colonel Bin Daoud, si vous ne connaissez pas l'histoire. Et donc, du coup, On refuse le droit. on refuse le droit de vote à ceux qui ne sont pas français, en même temps qu'on conteste l'enracinement de ceux qui le sont. Le droit du sol est remis en cause, sans droit ni protection, menacé en permanence d'arrestation et d'expulsion. Hein, Iki Hussein, etc. Complètement d'actualité, ce texte. Hein. Des dizaines de milliers de personnes sont privées de papier. Oui, parce que pour nous, il n'y a pas de sans-papier. Il y a des personnes qui sont privées de papier. Hein, la sémantique aussi importante. La liberté de circulation est déniée. Un nombre croissant de Maghrébins et d'Africains sont contraints à franchir les frontières illégalement au risque de leur vie. C'est toujours le cas. Absolument. La France a été un État colonial. Et alors c'est là que le bas vraiment va blesser, comme on dit. La France a été un État colonial, et après ça suivra. La France reste un État colonial. La France a été un État colonial pendant plus de 4 siècles. Elle a participé activement à la traite négrière, à la déportation des populations de l'Afrique subsaharienne, au prix de terribles massacres. Les forces coloniales ont imposé leur joug sur des dizaines de peuples dont elles ont spolié les richesses, détruit les cultures, ruiné les traditions, nié l'histoire. Effacer la mémoire. Les travailleurs d'Afrique, chair à canon pendant les 2 guerres mondiales, restent victimes d'une scandaleuse inégalité de traitement. C'était l'époque, hein, vous savez, il y a le film Indigène qui va sortir, etc. à l'époque. Hein. La France reste un État colonial. En Nouvelle-Calédonie, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Polynésie, règne répression et mépris du suffrage universel. Les enfants de ces colonies sont en France relégués au statut d'immigrés, de Français de seconde zone, sans l'intégralité des droits. Dans certaines de ces anciennes colonies, la France continue de mener une politique de domination. Une part énorme des richesses locales est aspirée par l'ancienne métropole et le capital international. Son armée se conduit en Côte d'Ivoire comme en pays conquis. Le traitement des populations issues... Oh là là, ça fait beaucoup. Alors, je vais lire juste les titres. Le traitement des populations issues de la colonisation prolonge... Alors voilà, ça c'est très important. Le traitement des populations issues de la colonisation prolonge, sans s'y réduire, la politique coloniale. Sans s'y réduire. Non seulement le principe de l'égalité devant la loi n'est pas respecté, mais la loi elle-même n'est pas toujours égale. Double peine, la double peine, vous savez ce que c'est, hein, double peine, application du statut personnel aux femmes d'origine maghrébine subsaharienne. La figure de l'indigène continue à hanter l'action politique, administrative et judiciaire. Elle innerve et s'imbrique à d'autres logiques d'oppression, de discrimination et d'exploitation sociale. Ça, c'est important. Elle innerve et s'imbrique. Donc on n'a pas dit elle remplace. Ça hein, vous avez compris, vous préférez la lutte de race à la lutte de classe. Justement, on dit exactement le contraire. Hein. On dit que cette logique raciale se superpose à d'autres structures de domination, la lutte de classe et autres. C'était déjà intersectionnel. Elle innerve et s'imbrique à d'autres logiques d'oppression. Ouais, c'est vrai. Voilà. T'as raison. On l'était sans le savoir, et après on va être contre. T'as raison. T'as raison. Et d'exploitation sociale. Ainsi, aujourd'hui, dans le contexte du néolibéralisme, on tente de faire jouer aux travailleurs immigrés le rôle de dérégulateur du marché, etc. La gangrène coloniale s'empare des esprits, l'exacerbation des conflits dans le monde... Je termine juste. Dans le monde, en particulier au Moyen-Orient, se réfractent immédiatement au sein du débat français. Les intérêts de l'impérialisme américain, le néoconservatisme de l'administration Bush rencontrent l'héritage colonial français. Une frange active du monde intellectuel, politique et médiatique français, tournant le dos au combat progressiste dont elle se prévaut, se transforme en agent de la pensée bushienne, investissant l'espace de la communication, etc. Le choc des civilisations, dans le langage local du conflit entre république et communautarisme. Le grand mot à l'époque, c'est le communautarisme. Ouais. On nous accuse d'être communautariste. Le communautarisme serait le pire danger qui menacerait la République à l'époque. Comme aux heures glorieuses de la colonisation, on tente d'opposer les Berbères aux Arabes, les Juifs aux Arabo-musulmans et aux Noirs. Les jeunes issus de l'immigration sont ainsi accusés d'être le vecteur d'un nouvel antisémitisme, sous le vocable jamais défini d'intégrisme.
Les populations d'origine africaine, maghrébine ou musulmane sont désormais identifiées comme la 5e colonne d'une nouvelle barbarie qui menacerait l'Occident et ses valeurs. Toujours d'actualité. Voilà, exactement, frauduleusement camouflée sous les drapeaux de la laïcité, de la citoyenneté et du féminisme, cette offensive réactionnaire s'empare des cerveaux et reconfigure la scène politique. Elle produit des ravages de la société française. Déjà, elle est parvenue à imposer sa rhétorique au sein même des forces progressistes, comme une gangrène. Attribuer le monopole de l'imaginaire colonial et raciste à la seule extrême droite est une imposture politique et historique. On n'arrête pas de répéter ça. Exactement. L'idéologie coloniale perdure, transversale aux grands courants d'idées qui composent le champ politique français. La décolonisation de la République reste à l'ordre du jour. Voilà, il est long cet appel. T'en es à la fin. T'en es à la fin. Alors, je vais lire juste la fin. Alors, pour ces mêmes raisons, nous sommes aux côtés de tous les peuples de l'Afrique, à la Palestine, de l'Irak à la Tchétchénie, des Caraïbes à l'Amérique latine, qui luttent pour leur émancipation contre toutes les formes. Il y a une faute d'orthographe qui avait échappé, il manque un S à toutes. Contre toutes les formes de domination impérialiste, coloniale ou néocoloniale. Nous, et c'est là le plus important, nous, virgule, nous reprenons donc le nous, descendants d'esclaves et de déportés africains, filles et fils de colonisés et d'immigrés. Nous, Français et non-Français, vivant en France, militantes et militants engagés dans les luttes contre l'oppression et les discriminations produites par la République postcoloniale, lançons un appel à celles et ceux qui sont partie prenante. Alors il y a aussi une faute d'orthographe. Enfin bon, parce qu'il ne faut pas mettre partie prenante au pluriel. Qui sont partie prenante de ces combats à se réunir en assises de l'anticolonialisme en vue de contribuer à l'émergence d'une dynamique autonome qui interpelle le système politique et ses acteurs et au-delà l'ensemble de la société française dans la perspective d'un combat commun de tous les opprimés et exploités pour une démocratie sociale véritablement égalitaire et universelle. Donc vous voyez, on est universaliste, on appelle tout le monde, on exclut tout le monde, on dit nous, mais on appelle aussi les Blancs, on l'a bien dit, puisque ça se passe sur une base d'adhésion au progressisme d'une certaine façon. On le dit bien. Qui interpelle ici au-delà l'ensemble de la société française, on dit, dans la perspective d'un combat commun de tous les opprimés et exploités. C'est extraordinaire comme truc. Donc, l'histoire de communautarisme est complètement faux. Même si on dit nous, c'est un appel qui part de nous, mais qui s'élargit. Qui s'élargit complètement. Il y a Superine qui demande on peut le signer où le texte. C'est pas mal, ça, c'est la meilleure. Pas mal. Youssef note vos blagues, attention. Ouais, je note, je vais prendre en note, c'est vrai. Le 8 mai, et c'est là. Alors voilà, le plus important, le 8 mai 1945, la République révèle ses paradoxes. Le jour même où les Français fêtent la capitulation nazie, une répression inouïe s'abat sur les colonisés algériens du nord constantinois, des milliers de morts. Des milliers de morts, et vous savez, le consul américain de l'époque parle de 45 000 morts quand même. Même si, voilà, quand même ça donne un ordre d'idée. Alors, le 8 mai prochain, 60e anniversaire de ce massacre, puisque ça arrivait exactement au 60e anniversaire, poursuivons le combat anticolonial par la première marche des indigènes de la République, que tu vas nous montrer, cher ami. Mais comment je fais ? Eh bien, il suffit que tu tapes sur Google marche des indigènes de la République et tu tombes directement dessus. T'es sûr ? Bah bien sûr. On va regarder. Alors, et c'est signé, voilà, nous sommes les indigènes de la République. Et c'est en image, c'est quoi ? C'est en vidéo ? Bah écoute, voilà. Alors là, on a des photos. Et moi, j'ai pas Youssef. C'est ça là ? Sur les vidéos, tu as pas ? Non, vidéo, il n'y a pas. Bah, si, normalement, t'as un onglet vidéo. Bah bien sûr. Marche du 8 mai. Ouais, mais c'est 10 mai 2012. Alors, ouais, ensuite, chaque année, on en faisait. Mais retourne en arrière. Attends, c'est peut-être elle. Marche de la dignité. Je vais mettre 2003. C'est 2004 ? 2004. 2004. Ou 2005 plutôt. 2005. Le pire est à venir. Non, 27 octobre 2005. Non. Faut tripler, faut être. Je sais pas. Bah, peut-être qu'on le retrouvera pour la prochaine fois. Oui, on mettra la prochaine fois. Je regarderai pour la prochaine fois la marche. C'est ça. On montrera les images parce que franchement, elles en valent la peine. Donc du coup, on sort cet appel. Alors c'est l'émoi dans la République française. C'est la consternation. Les gens ne nous reconnaissent. Comment ça, ces Arabes qui semblaient si gentils, si dociles. Moi, en tout cas, je vois très bien que c'est le regard qu'on porte sur moi. Youssef, ouais. J'ai trouvé une vidéo de oumoi.com. Pourquoi ils participeront à la marche des indigènes de la République et je pense que ça date de 2005. Vas-y.
qui aura lieu le 8 mai 2006. C'est un an après. Est-ce que tu veux qu'on la regarde? Vas-y, mais ça. Attends, parce que les gens, ils n'entendent pas. Il y a Boussouma. Ça, c'est Bouamama. Attends, je vais oui. montrer aux gens. Il faut que les gens puissent le voir. Bon, ce sont des gens qui appelaient. Ouais, c'est ça. Alors, c'est pour la deuxième, ça, je pense, alors. Ouais, peut-être. Tu veux qu'on regarde? Ouais, non, oui, la première, c'était bien en 45. Il y a 45. François Guez. En 2005, puisque ça correspondait à l'anniversaire de 45. Je suis tombé sur l'article de l'Obs, justement. Ah, de 2005. ah oui. Ouais, février 2005. Bah écoute, on la garde pour la prochaine fois parce qu'il Ouais, reste 15 minutes. ouais, pas de problème, c'est ça, t'as raison. Il reste 15 Comme ça, minutes. on se fera ça. Et donc, je continue à expliquer l'impact que ça a eu, et je le dis franchement, c'est pas bon, en toute humilité, les amis, ça a eu un énorme impact. Et non seulement en France, mais après au-delà. Et tout le monde ne parle que de cela, c'est la vérité. Évidemment, pour nous attaquer, pour nous dénoncer. Alors, avec donc 3 remarques principales. Qui sont ces gens, hein, comment? Oui, alors on nous dit ces gens, par exemple, Jean Daniel, directeur du Nouvel Obs, dit ces gens-là n'ont rien à voir avec notre anticolonialisme. C'est qui Jean Daniel? Directeur du Nouvel Obs, Pardon, fondateur, ouais. etc., tout cela, hein, qui a été anticolonialiste, c'est vrai. Mais alors, c'est ça, il faut comprendre que les principales personnes, les principales voix qui vont nous attaquer sont de gauche. Sont de gauche, paradoxalement. Qui vont mettre des bâtons dans les roues, quoi. Absolument, et dès le début. Puisqu'évidemment, vous avez compris qu'on rompt avec quelque chose qui est fondamental et qui s'appelle comment? Le paternalisme de gauche. C'est d'abord cela qui a rendu fou de colère beaucoup de gens qui auraient pu être nos compagnons de route, comme on disait, comme on parlait des compagnons de route du Parti communiste, hein, qui refusent ce nous. Parce qu'ils ont le sentiment que ce nous, d'abord, les exclut. La vérité, c'est que ce nous rompt avec le paternalisme. Rompt avec le paternalisme. Parce qu'à cette époque-là, et dès le début, on verra ça la fois prochaine, des Blancs vont venir. Hein, dans ce premier comité de l'appel des indigènes. Des Blancs vont venir. On va voir comment les choses... C'est pourquoi ensuite ça va changer. Mais en tout cas, au départ, c'est un appel qui est large. Mais néanmoins, on reçoit une volée de bois vert. Donc tous les historiens, ou spécialistes, les Stora, les Noiriel, j'ai oublié, c'est Besson aussi, je ne sais plus comment dans la presse, dans le Figaro, dans toute la presse, nous attaquent en disant c'est n'importe quoi, ces gens-là, qui sont-ils? Et le NPA, Alors on va en dire un mot. qui était LCR à l'époque. Exactement, on va en dire un mot justement, ça vaut son pesant de cacahuètes aussi. Comment s'appelle-t-il? Quelqu'un qui est très sympa, qui est mort, qui est un historien, qui est très sympa, qui est mort, qui est celui Qui est un historien qui est très sympa. Qui est tunisien, qui est juif tunisien d'origine, que j'aimais beaucoup parce que c'est un des premiers qui a fait une bonne critique du mauvais anticolonialisme du Parti communiste, enfin des manques dans la pensée anticoloniale du Parti communiste français. Comment s'appelle-t-il? Ça va me revenir. Même lui est contre nous. D'ailleurs, je lui ai dit en face, mais je ne comprends pas. On a lu tous vos livres et tout. Mémi. Ah non, pas Mémi. Qui d'ailleurs est devenu un gros qui sioniste par la suite. Qui a mal tourné, mais qu'il faut lire les premiers livres de Mémi. Mais bien sûr. Faut lire. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Portrait du colonisé, bien sûr. Alors. Sebag, Paul Sebag? Non, pas du tout. Ça va me revenir. Henri Guemin, il est très sympa. Historien est mort. Ça peut correspondre. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, lui, c'est un historien des années, surtout qui est connu dans les années 80, les années 90, mais surtout les années 70-80, et qui. Je suis désolé, les amis, ça va revenir. Bon, peu importe. Alors, oui. Et donc, du coup, oui, parce qu'on va à une réunion publique. Ben Saïd, non, c'est pas Ben Saïd. Non, pas du tout. Non, mais qui avait une mauvaise. On en parlera de Ben Saïd. Ouais, on en reparlera. Mais je parle vraiment d'un historien. Un historien, c'est pas du tout un homme politique. C'est pas un politologue, c'est vraiment un historien. Et donc, qui a écrit sur le tiers-monde. Hein, et qui a écrit sur le tiers-monde, qui a été plus ou moins pro-chinois, maoïste à une époque. Bon, voilà. Samir Amin? Non, pas du tout. Non, vraiment français. Samir Amin est égyptien, les amis. Hein. Bon. Oui, mais il était francophone. Oui, mais j'ai pas dit francophone, j'ai dit français. Excuse-nous. Emery, Brocheux? Non, pas du tout. Comment s'appelle-t-il? Ça l'énerve. Oh, ça m'énerve. Bah oui, ça va me revenir. De toute façon, faut pas y penser à chaque fois. C'est comme ça à chaque fois que. T'es sûr qu'il est tunisien? D'origine, oui, il est juif tunisien d'origine, mais enfin, il est français. Hein. Oublie. Non, mais c'est vrai qu'il est français, si vous voulez, mais il est juif tunisien. Et alors, je suis étonné parce qu'on va à une réunion publique où il est là. Et lui aussi, tout le monde à l'époque,
quel que soit le sujet, se sent obligé à la fin de parler de nous. Mais c'est absolument hallucinant. Toute réunion publique et il y a un appel qui s'appelle l'appel des indigènes, mais c'est vraiment pas un bon appel, hein, c'est vraiment n'importe quoi. C'est à peine si on ne dit pas qu'on est raciste, anti-blanc déjà. D'ailleurs, le mot va peu à peu, on en reparlera, apparaître. Nous serions des racistes anti-blancs. Et donc du coup, voilà. Et donc du coup, nous on comprend pas. Pourquoi on comprend pas ? Parce qu'on pensait vraiment que ça allait entraîner au moins l'adhésion de toute la bonne gauche. Hein, l'appel est quand même clair. Et en fait, non. Alors, il y a une fraction de blancs qui va nous rejoindre, on va le dire, on en dira un mot, qui sont issus d'associations. Il y a à l'époque quand même le mouvement altermondialiste qui existe. Donc, ce sont des gens qui sont plutôt dans le mouvement altermondialiste. Donc, au départ, qui vont quand même être très bienveillants avec nous. Ensuite, les choses vont changer. Mais il y a toujours ce paternalisme qui est là. Bref, donc à la radio, partout, on dit pique-pendre sur nous. Cet historien, là, son nom va me revenir, on est à une réunion publique avec lui. Alors, du coup, l'anticolonialisme devient la mode. L'anticolonialisme devient la mode tout d'un coup. Tout le monde se met à parler de cela. D'autant plus qu'il y a le film Indigène qui vient de sortir. Et c'est vraiment une coïncidence. On n'a jamais cherché à cela. Il y a le film Indigène qui sort. Et beaucoup de gens pensent qu'on s'est coordonnés, mais pas du tout. Ça a été un pur hasard. On n'avait rien à voir. Et nous, d'ailleurs, l'expression indigène, déjà, alors, elle commence par heurter. Le nous heurte complètement. Donc, il y a indigène, il y a le nous. Qui sommes-nous pour attaquer comme ça l'universalisme ? Voilà, etc., etc. Donc, on nous prête des intentions, même des liens, etc. Et donc, du coup, par exemple, cet historien en question dont je parle, là, on a une réunion publique. Et alors, à la fin, il sent obligé de nous attaquer. Il ne sait pas qu'on est là. On est au premier rang, mais il ne sait pas que c'est nous. Et donc, à la fin, il se met à dire... d'ailleurs, c'est un appel qui n'est pas bien, parce que cet appel ne critique même pas Ben Laden. Ouais. Donc, vous avez compris. Cet appel ne critique même pas Ben Laden. Nous, donc on pouffe de rire devant lui comme ça, il comprend pas, puis très sérieusement, c'est un appel qui au moins pourrait critiquer Ben Laden, comme si c'était, on était redevable de ce que Monsieur Ben Laden a fait ou pas fait. Déjà, tu l'appelles Monsieur Ben Laden, je trouve que c'est... C'est un être humain, non ? Non, je rigole, continue. Non, mais justement, moi aussi. Et donc, du coup, donc voilà, comment... Oh mince, comment il s'appelle ? Enfin bref, et donc là je suis consterné, donc à la fin je lui dis, vous savez, c'est nous l'appel des indigènes. Ah ouais ? Oui, c'est nous. Il est comme ça, il a un sourire très gêné, oui, et puis... C'est pas Laurent Lévy ? Non, mais c'est pas Non, Laurent Lévy. Oh mais attendez les amis, arrêtez un petit peu. Je vais retrouver, vous le connaissez pas, mais il a écrit... Il a écrit, pas aux origines du tiers-mondisme, il a écrit des choses en rapport avec le tiers-mondisme et le Parti communiste, de toute façon. Critique du Parti communiste français dans son attitude vis-à-vis du tiers-monde et de la question coloniale. Voilà. Donc, cherchez pas, ça va me revenir. Voilà. Et donc, du coup, donc, les choses se passent ainsi. Sur Europe 1, je vous l'ai déjà raconté, celle-ci, sur Europe 1, là. Partout à la radio, le matin, dans les matinales, il est question de nous. Et alors, le plus drôle, c'est quand tout le monde connaît El Kabbach, j'ai déjà raconté cette histoire 1000 fois. On a le journaliste El Kabbach, qui est un gros réac, El Kabbach, qui reçoit le secrétaire général du Parti communiste, M. Robéru, le matin. Puis il est d'habitude. Enfin, bon, voilà, il reçoit quelqu'un et puis il interroge un petit peu sur l'actualité. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Qu'est-ce que vous pensez de ci, etc. Et donc, du coup, comme elle est brûlante, cette actualité en ce qui nous concerne. Et donc, on a El Kabbach qui interroge Robéru et qui lui dit, d'ailleurs, que pensez-vous de... Il y a un appel qui vient de sortir, qui s'appelle l'appel des indigènes de la République, et qui dit, nous, etc., nous disons, qu'est-ce que vous en pensez ? Qui fait la critique du colonialisme ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, Robéru, tout le monde connaît Robéru et la façon... Assayag ? Comment ? Assayag ? Non, c'est pas Assayag. Claude Liozzu. Eh oui, j'ai trouvé Claude Liozzu. Eh oui. Ah là là, il est là les gens, il est là, Claude Liozzu, qui a écrit, non, il n'est pas marocain, aux origines du tiers-mondisme, colonisé et anticolonialiste en France, 10. Je m'étais bien rappelé du titre, Claude Liozzu, aux origines du tiers-mondisme. On va voir la tête de ce coquin. Ouais.
C'est lui là? Oui, très sympa. Mais oui, Claude Josu. Mais le problème, bon, il est mort maintenant, que Dieu ait son âme. Mais voilà, tous ont été extrêmement décevants. Ils nous attaquaient. Mais vraiment, 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 vraiment. Comment l'oublier, sacré Claude. Sacré Claude. Mais non, il est très bon. Alors, je vous conseille ses bouquins. Je vous conseille ses bouquins. Je vous conseille ses bouquins. Parce que justement, c'est bien quand même ces bouquins. Non, c'est un peu comme Noiriel, il nous critique, mais c'est quand même bien ses travaux. Ouais, non, exactement. Tu as tout à fait raison. Hein. Le Creuset français, Noiriel, effectivement. Donc il faut lire. Il a écrit Histoire de l'anticolonialisme en France. Ouais. Non, il est très intéressant parce que justement, il critique bien le. Alors c'est ça qui était d'autant plus décevant, c'est que c'est quelqu'un qui a critiqué les critiques, qui a critiqué ceux qui, selon lui, et il avait raison, n'étaient pas de vrais anticolonialistes. Entre autres au Parti communiste français. Hein. Il a critiqué les politiques du Parti communiste français, etc. Donc c'est pour lui-même se retrouver, faire partie de la meute qui à l'époque vraiment est extrêmement malveillante à notre égard, raconte n'importe quoi. Et voilà. Alors j'en reviens à El Kabbach qui demande à Robert Rue le matin sur Europe 1, Monsieur Robert Rue, alors vous avez vu cet appel, etc. C'est quand même incroyable, hein, ces gens-là. En gros, quelle audace, hein, quelle audace. Ils sont sortis de leur réserve. Hein, qu'est-ce que ça veut dire? Et de leur ghetto. Ils sont sortis de leur ghetto pour nous donner des leçons. Et vous ne trouvez pas quand même qu'il divise la classe ouvrière? C'est El Kabbach qui dit ça à Robert Rue. Et Robert Rue, oui, bien sûr, il divise la classe ouvrière. Alors, on a ce gros réac d'El Kabbach, gros capitaliste d'El Kabbach, de libéral qui en a absolument rien à faire de la classe ouvrière, évidemment. Robert Rue, qui à l'époque est en train de vendre le Parti communiste, mais vraiment de le vendre, qu'il a même déjà vendu à l'époque, hein, au PS, à la social-démocratie, qui est une véritable trahison politique et de classe. Et les deux conviennent que nous divisons la classe ouvrière. Mais ça, c'est un argument qui est encore. Et moi, ce qui m'a laissé, c'est que c'est les droitards qui sont en mode ouais, ils sont en train de. On oublie la lutte des classes pour la lutte des races et tout. Et c'est incroyable qu'ils soient inquiets comme ça, qu'on oublie la lutte des classes pour la lutte des races. Oui, Roussel, c'est exactement cela. Hein. Oui, bien sûr. Tu as tout à fait raison. Et alors, ce à quoi Laurent Lévy sort une bonne vanne, Laurent Lévy qui dit suite à cela, il dit: ah bon, la classe ouvrière était unie avant nous? On savait pas, fallait nous le dire. Laurent Lévy, dont on a cité les livres. Ouais. Et pour rappel l'anecdote, d'humour, ceux qui n'étaient pas là il y a 2 semaines, on rappelle que Laurent Lévy, c'était le papa des 2 jeunes filles à partir duquel l'affaire du voile est ressortie en 2003. Bien sûr. Voilà, Alma et Lila. c'était le papa de ces 2 filles. De Alma et Lila, précisément. Alma et Lila. Le papa qui était juif. C'est ça qui est fou dans cette histoire. Ouais. Mais oui, leur mère est maghrébine et Laurent et sa femme donc étaient séparés. Hein, mais les 2 filles ont, c'est vrai, continué à avoir des attaches avec la famille de leur mère, avec la grand-mère précisément, et donc avec l'islam. Hein, donc ces 2 jeunes filles s'étaient en quelque sorte réislamisées ou islamisées, peu importe. Et en tout cas, voilà, et c'est elles qui portaient le hijab au lycée d'Aubervilliers, et ce sont elles qui ont été donc dénoncées par les 3 profs d'extrême gauche. De lutte ouvrière et du NPA, enfin de la LCR à l'époque, qui ont dit si jamais ces jeunes filles continuent à venir à l'école avec le foulard, nous on ne fait plus cours. Et c'est terrible parce que c'est même pas une idée qui est venue de la droite. C'est 2 profs d'extrême gauche, et on avait dit l'autre fois, hein, à l'issue d'une longue grève qui avait échoué, il y avait beaucoup de dépit dans cette espèce de laïcisme forcené que les profs ont pris à bras-le-corps et se sont servis comme d'une arme contre, je le dis franchement, contre des jeunes pour lesquels ils ont manqué complètement d'empathie, de tolérance, de bienveillance, ce qui est quand même la première chose que les éducateurs doivent faire. Surtout, j'imagine pas les gens à l'époque, moi j'avais que 12 ans je pense, mais à l'époque il n'y avait même pas les critiques antiracistes, comment ils devaient être insupportables. Ah bah oui. Insupportable. Ah non, c'était une bombe, ça a été une bombe atomique dans le paysage, je le dis franchement. Et la suite, on verra ça la fois prochaine, mais la suite le montrera, et il faudra quand même que je montre. Donc d'emblée, cet appel, on reçoit quand même des soutiens, il y a quand même des tas de gens qui nous soutiennent, il faut le dire, hein, et nous ça nous fait chaud au cœur de savoir qu'il y a tous ces gens qui signent l'appel, surtout que, regardez la signature, parce que ce qu'il faut c'est, là on a lu, mais ce qui est aussi parlant c'est les signatures, c'est de regarder qui signe l'appel. Et ça c'est extrêmement, on a des tas de petites associations du nord de la France, du sud, etc. Parfois ils sont 4-5, etc. qui signent, l'autre qui est documentaliste, l'autre qui est... Alors vraiment c'était très émouvant même. D'autres qui sont travailleurs. Les travailleurs, malheureusement, beaucoup ne peuvent pas signer, n'avaient pas accès aux médias, mais d'emblée, ils nous reconnaissent. D'emblée, ils nous reconnaissent comme les leurs. Il y a des signatures de l'appel à l'appel.
Ça te plaît, ça? C'est des blagues à toi, ça. C'est des blagues à la Youssef, ça. Et comment vous. Alors, dernière question avant qu'on quitte et on en reparlera. Comme ça, on aura fini l'appel et on pourra parler plus longuement des répercussions. Ouais. Mais comment vous sentez, vous, face à cet accueil Eh ben, nous, du Vous coup. vous y attendez pas, c'est ça? Non, on s'y attendait pas du tout. On a fait ça comme ça, on était. Genre, Mais vraiment, parce que je vous dis, on était 4 chats dans ce café là. Il pleuvait, il faisait froid. Amélie Le Montant. je suis désolé, mais ça, c'est l'histoire du pire. Hein. Oui. De 10 pecnos dans un Mais oui. bar qui font un texte Mais qui oui. va agiter toute la France. Même maintenant, genre, Mais allez, oui. on est quoi? On est 20? PDH Mais oui. maximum 20? 20. Allez, on est vraiment 10 actifs, on est 20 et je veux dire, ça remue. Quoi. Ah ben oui. Mais alors, ce qui est vraiment étonnant, c'est que les gens nous prêtent des moyens considérables. Les gens nous prêtent. Alors, on nous suppose avoir des super liens. Alors certains disent, ouais, ils sont payés par des émirs du Golfe, etc. Mais je vous jure, ça va extrêmement loin. C'est hallucinant. Ouais, qui est-ce qui est derrière? Les gens se mettent à Ça réfléchir. m'a qui va nous Ouais. payer. Non mais il y a des gens qui disent qui est-ce qui est derrière ça quand même parce que j'y crois pas moi, il y a des gens derrière là, il y a des forces occultes derrière, etc. Les martiens, les Illuminati, les ce qu'on veut, mais c'est trop drôle, mais c'est vraiment trop drôle. Et alors après, on le verra, mais les réactions sont dingues. Mais alors, bonnes, mauvaises. Alors, il y a aussi beaucoup de mauvaises réactions de la part d'indigènes. Il faut le savoir aussi, hein, qui nous disent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous utilisez le mot indigène. Moi, ma maman était indigène. Moi, je refuse. Nous ne sommes pas indigènes. Nous sommes citoyens français, etc. Ouais. Qui, la main sur le cœur et tout. Mais on a vraiment toutes sortes de réactions et des réactions hostiles qui nous attaquent, mais même parfois très, très grossières. Il faudrait qu'on en parle. Alors, aussi. on en verra ça la fois prochaine. Ouais, Mais... Et on parlera aussi du choix du mot indigène. Ah bah bien sûr. Parce que les gens sont t'en as certains, ils sont insupportables. Ils croient que c'est une enquête sociologique. Vous avez étudié, vous êtes dit le mieux c'est indigène, alors que c'est juste un rapport politique. Bien évidemment. Et d'ailleurs, on le dit dans l'appel. Regardez bien l'appel, parce que ensuite, alors, je crois pouvoir dire que nous sommes une des organisations qui a le plus écrit. C'est la vérité. Qui a le plus écrit, puisqu'on va pondre des dizaines, voire des centaines de textes à la suite. Je dis bien des centaines de textes, dont le livre jaune que vous avez reprend uniquement quelques-uns. Le fameux livre jaune. Hein. Mais c'est vrai que même maintenant en texte, dites-nous les gens, où est-ce que vous avez des articles Bon, on est moins rigoureux là en ce moment, enfin moins discipliné sur le parce qu'on avait un édito toutes les semaines et tout, mais on est peu nombreux et c'est difficile de sortir un édito et tout. Mais qui sort des textes aussi souvent actuellement oui, quoi. Oui, bien sûr. Merci Duty Free, Bien merci sûr, beaucoup. et donc à la suite de l'appel, on le verra par la suite, mais on a écrit des dizaines d'autres appels pour expliquer l'appel. Et pour revenir sur l'appel, c'était en gros comment l'appel pour les nuls, quoi. C'était vraiment, c'était vraiment cela, toi. Et il a fallu expliquer les mots, il a fallu dire cela, il a fallu, etc. Des dizaines et des dizaines de textes, d'interventions, de vidéos. Alors du coup, on est partout, on verra ça la fois prochaine, mais on va se déplacer partout, etc. Bon, bref. Ouais. C'est quelque chose qui va marquer complètement la classe politique, qui va marquer aussi l'opposition de gauche, qui va marquer les indigènes, et qui, nous, finalement, nous donne de l'espoir. Parce que je signale qu'on était à ce moment-là complètement désespérés. Au moment où on écrit l'appel, là, on est à l'hiver 2004-2005, et franchement, on n'emmène pas large, et on se dit, c'est terrible, parce qu'il y a une telle dose de racisme en face, qu'on se dit on n'y arrivera jamais, quoi. Et un an après, on en parlera. Un an après, il y aura les émeutes. Voilà. Ce qu'on appelle les émeutes de 2005. D'ailleurs, certaines personnes croient que c'est les émeutes de 2005 qui ont amené à faire l'appel, alors que non. Ah non, c'est là. L'appel un an avant les émeutes de 2005. On en bien parlera, sûr. tout ça, Oui, à l'hiver suivant, il y aura les émeutes. À l'automne-hiver suivant, il y aura les émeutes. Et nous serons les premiers à être étonnés. Hein. De toute façon, oui, alors certains diront ouais, c'est vous qui l'avez préparé. Ouais, c'est trop d'honneur, vraiment. Bon. Voilà. On va arrêter là. C'était un chouette épisode Ouais. de Tonton Youssef. Bah, on l'espère, chers amis. On a enfin attaqué le pire. On va enfin attaquer là les années 2000. On va revenir. Je pense qu'on va passer longtemps là sur les années 2000 à partir de 2005 et tout. Oui. Il y a énormément de choses à dire et tout. C'est une révolution copernicienne, comme on dit. Hein. Et même, je pense aussi les émeutes. Il y aura beaucoup de choses à dire sur les émeutes, sur les répercussions, sur. Ouais. Moi, je me rappelle, et j'étais à la fac 3 ans après, et t'avais plein d'articles de chercheurs. Tu te souviens pas Si, quand il y a eu l'appel? Si. Non, l'appel, non. Moi, D'accord. non, bah attends, moi Bon, j'étais à Saint-Étienne. vous, chers amis, vous étiez trop jeunes aussi. Donc, ouais, à Saint-Étienne, j'étais pas vraiment dans les. Nous, j'étais pas dans le même militant, mais
Il s'intéressait pas à la politique, mon milieu familial, tu vois. Ouais. C'était pas. Ah, moi, je me souviens plus ou moins, mais j'étais Ah ouais. au collège, mais je me souviens un petit peu des. Ah ouais, quand même. Mais Didi qui s'en souvient du logo jaune. Ah et oui, tout. alors, on en reparlera. Le, Ah, c'est- le logo, quand on a inventé le Le logo, logo, oui, c'était avec drôle. la chaussure. C'était quelle année la chaussure d'ailleurs? C'est 2005 aussi? La Ah chaussure non, lancée? c'est plus tard. Non, c'est plus C'est- tard. c'est Ah non, 2007? oui, c'est plus tard. C'est beaucoup plus tard. J'ai 31 ans. C'est aux alentours de 2007-2008, même, je dirais. Hein. Mm. Ouais, je crois que c'est plutôt 2007-2008. Hein, Ouais, plutôt. 2007-2008 ou un truc comme ça. Ouais. Eh ben écoutez les gens, on va s'arrêter là. On se dit nous rendez-vous dans 2 semaines avec Youssef pour le retour de tonton Youssef. On verra si vous êtes là aussi. Demain, on fera un live avec Samir normalement vers 21h. Vous avez vu maintenant ça marche les reacts. On peut enfin faire des reacts qui marchent. C'est quoi les réacts? Les reacts c'est regarder des vidéos et réagir et tout. C'est bien ça. ouais, on peut on le enfin- fera un jour, ça, parce qu'il y a, Ouais, il y a des si tu veux. choses à Si tu voir. veux. Si tu veux, C'est bien, si ça. c'est impossible de venir au studio, on pourra faire aussi à distance et tout. On regardera et même react à des vidéos, on le Ah fera. ouais. On mettra ça nous au milieu et on react. D'accord. Il n'y a pas de souci. Le stream avait planté en 15 minutes. Oui, et après, tout passait bien. Tout se passait bien. Ensuite, il y aura lundi. Lundi, normalement, c'est une émission. Donc, il y aura la perme. Et il y aura une émission avec des syndicalistes. Parce qu'on est la veille. La veille de la manif, de la grande de la manif du grande 7. manif du 7. Donc, on aura des syndicalistes RATP. Je ne sais plus si c'est RATP ou SNCF. Il s'appelle David et tout. Ça sera un petit truc entre nous et vraiment des syndicalistes pour parler un petit peu avant la grève. Voilà, ce sera le Banou Marx. On s'est dit. Excellent. Voilà. Donc, voilà. Merci à tous. Merci à toi, Est-ce Wissem. Merci à nos amis de la technique. Merci à vous, chers auditeurs. Oui. tu te rappelles, on avait commencé, et pour les premiers tontons Youssef, c'était avec le react sur le document de Hugo Décrypte sur la Palestine. Il y a eu Ah oui. le documentaire, il fait 15 minutes. La vidéo, elle fait 15 minutes. On était à 5 vidéos. Mais, je sais même pas si mais on l'a On jamais pas terminé. fini, On l'a pas jamais fini. terminé. On l'a pas fini. Vraiment, Mais on a fait 4 mais épisodes. oui. Ah mais faudra qu'on le termine aussi. Au siècle prochain. Ah là là. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne, les gens, il fait le raid? Qui c'est qui est en ligne là? Il y a qui en ligne? Comme ça, j'envoie Ilias au pire. Drapi? Comment ça s'écrit? Tout attaché? Il y a 2 A ou un A? Tata Drapi. Et ben voilà, je vous envoie chez Drapi. Merci tout le monde, merci pour les dons, merci pour les Merci à vues. vous. Et il y aura bien sûr le replay sur Twitch et aussi on mettra sur YouTube parce qu'elle était quali là, le montage et tout. Je pense que et je bougeais aussi le chat. Bon, parfois, désolé, j'étais un peu en retard donc on avait le chat sur nos visages, mais je pense que ça allait et tout. Merci tout le monde. Il y a Nathalie. Alors, on lance le raid. C'est parti. Au revoir. Merci les amis.